Je crois qu'on est parti les amis. On est parti pour une nouvelle semaine de live. C'est bon, c'est l'heure. C'est l'heure. Allons-y. Et allons-y aimant. Voilà mes amis, bienvenue à vous à votre soir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un excellent début de semaine et une excellente journée. Donc bienvenue. Hop, prends un petit thé pour se donner des forces. Ah, ça fait bien. Voilà, donc bonjour à Cézanne, merci à toi d'être présent, ça fait plaisir, et à tous ceux qui sont là et qui nous rejoindront ou pas aujourd'hui. Donc bien sûr, on vous souhaite que les vents vous soient favorables pour... Attends, c'est la caméra, si on essaie de la centrer un peu la caméra, c'est mieux. Oh, j'ai mis un truc pour que je reste centré tout le temps, parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Donc je teste ce que ça donne avec la caméra. Si ça fait des trucs bizarres, c'est normal. C'est des petits tests, on fait des petits réglages caméra pour voir si c'est mieux ou pas. Pour que je sois beaucoup plus centré dans l'image. Voilà. Des petits tests perso. Qu'est-ce qu'on disait ce matin? Qu'est-ce qu'on disait cet après-midi? Ah oui, déjà on va commencer par présenter le petit planning parce que c'est la deuxième semaine de live consécutive qu'on fait. Ça fait très longtemps, on n'avait pas fait 2 semaines consécutives de live. Hop, petit programme de la semaine si j'en vous l'avez pas vu. Aujourd'hui, on va parler du flow de l'actu. On va faire un petit flow de l'actu, notamment sur l'histoire des corsaires. C'est quoi un corsaire? On avait évoqué un peu la question la semaine dernière. Et puis la question que je crois que c'était CZ qui avait posé la question, c'est il voulait savoir un peu c'est quoi les corsaires. Donc j'ai un peu préparé un petit truc, une petite explication un peu plus approfondie, un peu plus poussée, avec mes lectures sur la question. Et après on avait 2 articles intéressants, donc notamment l'article sur la découverte de l'épave du cousin, du frère, du jumeau du Titanic, qui est beaucoup moins connu pourtant, et qui a eu un destin aussi funeste que le premier. Et du coup, il y a quelques infos sur son épave. Et une autre, c'est sur une épave d'un navire du coup asiatique, qui nous apprend beaucoup sur les échanges commerciaux entre l'Asie et les autres pays. Donc voilà, tout un petit pan justement sur le commerce, du coup, parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur ces commerces. Est-ce que les Asiatiques, les pays asiatiques commerçaient du coup avec les Occidentaux? Eh bien la réponse sera dans cet article. Ah ben voilà, et ben maintenant tu sauras qui c'est. Il y a plusieurs navires qui ont été construits en fait de même facture et ils ont eu des destins plus ou moins funestes. Certains. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. Alors, je sais plus le nom de la personne. C'est une personne qui a connu les 3 naufrages, les 3 navires, sur 3 navires différents, dont le Titanic, et qui a survécu. Je dis quand même, au niveau chance, t'es pas mal quand même. Tu assistes quand même à 3 des plus gros naufrages qui existaient de navires, et elle a réussi à survivre. Salut Gara, comment ça va aujourd'hui? Voilà, je sais plus où j'avais trouvé l'anecdote. Est-ce que je retrouve l'anecdote là comme ça rapidement? C'est ça, le truc du Titanic. Attends, je vais essayer de retrouver l'anecdote. Est-ce que normalement dans mon historique quelque chose. Est-ce que je retrouve? Ça va bien aujourd'hui? Eh bah top. Top. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. J'ai retrouvé l'article, je crois. Je crois que c'est celui-là. C'est ça, si on met l'article est trop drôle quand même. Comme c'est assez fou. On l'appelle Miss Insubmersible, qui a survécu à 2 naufrages, dont celui du Titanic. C'est quand même assez fou. Je crois que c'est elle. Parce que dans ma mémoire, il y avait 3 naufrages. Attends. Est-ce que je retrouve... Attends, je retrouve l'autre article. C'est pas l'article que je voulais, mais si je retrouve un mieux. Est-ce que je l'ai retrouvé? Des navires. C'est vrai qu'il y a 3 incidents sur des navires, dont 2 naufrages. Ouais, ça a 3 incidents, dont il y avait 2 naufrages. Ça va être ça. Hein. Ah ouais. Ouais, je pense que c'était celui de l'article, parce que je trouve pas de meilleur article que celui-là. Attends, j'ai revérifié dans l'article, c'était ça qui disait. Tac.
Ah ouais, c'est ça. C'était l'article. C'était bien ça. C'était bien ça. On parle du Vasa, on parle toujours du Vasa. Hein. Les navires qui ont sombré un peu comme le Vasa il est là. Regarde, mon beau Vasa. Le Vasa. Ah, c'est un peu la même chose. Hein. On pourra en parler du Vasa. D'ailleurs, ça m'a fait. J'aimerais bien retourner le visiter, le Vasa. En fait, j'aimerais bien y retourner, ça serait vraiment incroyable. Parce qu'en plus, avec les années qui passent, la conservation du Vasa est de plus en plus compliquée. Hein. Donc il se peut qu'un jour, il ne soit plus disponible à la visite. Alors, la petite histoire des gens tragiques qui ont survécu. Donc cette hôtesse britannique devenue infirmière a survécu à 3 incidents sur des navires, dont 2 naufrages. Dans le cadre de notre série d'été consacrée au destin, ok. Née en 1887 à Buenos Aires, en Argentine, de parents irlandais, elle enchaîne très tôt les mésaventures. Enfant, elle contracte la tuberculose. Elle avait pas de chance dans la vie, je crois. Bah, à cause du sel, à cause de la luminosité, à cause de pas mal de choses aussi, à cause de l'oxygène aussi. Enfin, il y a pas mal de raisons qui fait que c'est compliqué de le conserver, quoi. Elle enchaîne très tôt les mésaventures. Elle contracte la tuberculose. L'aîné de la famille de 9 enfants s'en sort, mais à la mort de son père en 1903, la famille doit prendre la direction de l'Angleterre, où sa mère embrasse la carrière d'hôtesse de bord de paquebot pour subvenir aux besoins de la famille. Quand sa mère tombe malade, Violette prend le relais, et c'est le début d'une incroyable série de malchance. En 1911, elle commence à travailler pour une prestigieuse compagnie, la White Star Line, donc la compagnie du Titanic. Cette même année, alors qu'elle est à bord de l'Olympique, un paquebot heurte un croisière dans le port de Southampton. Plus de peur que de mal, avec pour les passagers, le navire lui sera immobilisé quelques semaines pour les réparations, mais avec le recul, la dame aurait pu se dire qu'il s'agissait d'un mauvais présage. Ça aurait pu, hein. Car l'année suivante, la voilà qui s'engage sur le Titanic. Mauvaise idée, hein. Au service de la première classe. L'histoire, comme tout le monde la connaît, 14 avril 1912, le mastodonte heurte un iceberg et commence à couler. 1500 personnes périront dans ce qui reste de l'un des naufrages les plus célèbres. Violette, elle, s'en sortira avec plusieurs hôtesses. Elle peut embarquer sur le canot numéro 16 et sera sauvée après 8 heures de bateau, un bébé qui lui a été confié dans les bras. Une troisième fois qui a failli virer au tragique. De quoi la décourager suffisamment de reprendre la mer? Pas vraiment. C'est que la Première Guerre mondiale, les croisières se raréfient. Elle devient alors infirmière pour la Croix-Rouge sur le Britannique. Un autre paquebot converti en navire-hôpital. Le 20 novembre 1916, pendant qu'elle prend son petit déjeuner, un bruit sourd retentit et un tremblement parcourt le bateau. Le navire a probablement heurté une mine. Aïe, et ça c'est pas fou. Il faut évacuer avec l'expérience du Titanic. Violette embarque avec quelques affaires, dont sa brosse à dents. Important, toujours avoir les dents propres. Hein. Confiera-t-elle plus tard dans ses mémoires. J'ai sauté dans l'eau, mais j'ai été aspiré sous la quille du navire qui m'a frappé la tête. Je me suis échappé, mais des années plus tard, lorsque je suis allé chez mon médecin à cause de beaucoup de maux de tête, il a découvert que j'avais déjà subi une fracture du crâne. Ce nouveau naufrage, 30 personnes ont péri et 45 ont été blessées. La malchanceuse reprend tout de même en mer ensuite, cette fois sans incident majeur. Voilà, et je trouve, et c'est assez drôle parce que du coup, on va notamment aujourd'hui parler du Britannique, qui est l'autre navire qui a fait naufrage. Mais elle n'a pas de chance. Elle va sur l'Olympique, il y a un problème du coup. Le navire est immobilisé parce que du coup, il y a une avarie. Elle va sur le Titanic, il coule. Elle va sur le Britannique, il coule. Je pense que la morale, c'est de ne pas aller en mer avec cette personne. Je pense qu'il ne faut pas du tout aller en mer avec cette personne parce qu'elle est un peu poissarde. C'est vrai la caméra, mais du coup elle est censée me centrer, mais là elle me centre pas du tout. Ça me perturbe. Alors, hop, si je règle ça. Parce que ça va pas du tout. Comment je règle ça, moi, ma caméra là? Cadrage automatique. Si je retire le cadrage automatique. Ouais, si je regarde le cadrage automatique, je suis sur le côté, c'est pas mal mieux. En vrai, je peux me mettre mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Je crois que c'est un peu mieux. Sauf moi, il faut que je me décale, je crois. Si je me décale, c'est encore mieux. Voilà. Je suis comme ça, je me décale. Et c'est bizarre parce que je suis pas centré avec la caméra. Enfin bref. Et du coup, revenons à nos moutons. Nos moutons, c'était le planning. Donc aujourd'hui, on va parler notamment de l'épave du Britannique, cousin du Titanic, du Beirung, qui est un navire intéressant, et surtout, bien sûr, de l'histoire des corsaires. Et pour ça, je vous ai préparé, hop, si on met ça, tac, je pense que c'est ça. Si j'affiche, comment on affiche ça? Est-ce que c'est ça? Ah, voilà, c'est ça. Hop, et là on les met dans le bon sens. Et voilà, 3 bouquins, donc les corsaires du Pays Basque que j'ai présenté. La vraie histoire des corsaires,
qui est un autre navire assez intéressant qui parle vraiment focus sur l'histoire des corsaires. Et bien sûr, la Bible sur l'univers. L'histoire des pirates et des corsaires. Donc là, ça retrace vraiment toute l'histoire, à la fois des pirates et des corsaires, alors que celui-là est vraiment centré sur l'histoire des corsaires. Et là, celui sur les corsaires, notamment du Pays Basque, avec quelques précisions sur certains éléments. Donc voilà ce qui est possible. Et bien sûr, avant de présenter tout ça, si vous voulez louper aucune des événements, notamment les replays, il faut aller bien sûr sur le fameux Substack où je parle de tout ça. Voilà, si vous n'avez pas, n'hésitez pas à aller rejoindre la Team Newsletter, où aujourd'hui on a parlé de la dernière édition sur les corsaires, avec une petite anecdote sur les corsaires que j'ai mis dedans. D'ailleurs, quand je pense, les derniers que j'ai postés, normalement il y en a l'année dernière, j'en ai posté quand même 3 sur les pirates. Un sur l'histoire des pirates, un sur Yi Sun-shin, le fameux amiral coréen, et une sur, bien sûr, Robert Surcouf, un des plus grands corsaires qui existait. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est quand on regarde l'histoire des corsaires, leurs carrières sont ultra courtes. Quand on parle de Jean Bart, c'était 5 ans, on parle de Surcouf, c'était 6 ans, et on parle du Guétroin, c'était seulement 8 ans de carrière. Donc les carrières des corsaires sont, comme les carrières des pirates, sont ultra courtes. Parce que la raison principale, c'est que les corsaires ont la possibilité d'intervenir seulement quand il y a une guerre. Quand il y a des conflits. Quand il n'y a pas de conflit, ils ne peuvent pas être corsaires. Donc souvent, ils repassent dans la marine nationale, comme l'a fait notamment Jean Bart, qui est devenu du coup capitaine de frégate dans la marine nationale. La marine royale du coup à l'époque. La fameuse royale dont on a longtemps parlé, notamment avec Michel Verger-Franceschi, qu'on a vu dans le documentaire de la dernière fois du jeudi. Et pour faire suite au programme, on continue sur la présentation du programme de la semaine, on se retrouvera jeudi du coup à 16h. Pour l'instant les horaires vont rester comme ça, j'attends de voir des petites évolutions de mon côté si je les change ou pas. Petit react du coup cette fois-ci. On a plusieurs reacts, d'ailleurs j'ai prévu, si je fais un spoil, et j'ai oublié, attends, je me spoil tout seul, qu'est-ce que j'ai mis dans mon programme? J'ai prévu quoi dans mon programme d'ailleurs de jeudi? On va avoir notamment l'histoire de la Marie Galante, un petit react sur l'histoire de la Marie Galante, et j'avais prévu autre chose. Qu'est-ce que j'ai prévu jeudi? J'ai préparé mon programme et je me rappelle même plus moi-même ce que j'ai préparé. C'est terrible. Est-ce que je l'ai noté? Est-ce que j'ai accès sur cet ordi? Parce que là c'est l'ordi de stream mais c'est pas l'ordi de travail. Et normalement je fais tout sur l'ordi de travail. Est-ce que j'arrive à réussir à me connecter? Qu'est-ce que j'ai mis? Bon, c'est pas grave, je retrouverai. Je l'ai mis. Il faudrait que je me reconnecte sur mon compte. Tant pis. Ok, la Marie Galante, il y avait un autre truc que j'avais prévu sur les cartes. Voilà, ce sera la surprise. Voilà, on va pas vendre tout. Et du coup, dimanche, on va continuer. On parlait d'histoire des pirates, notamment les pirates de fiction. On va continuer sur notre rush gold sur League of Legends. On est en 7-0 pour l'instant, 7 victoires, 0 lose sur la nouvelle saison. Avec notre amant Miss Fortune, bien sûr, la capitaine pirate par excellence. Pour chiller un petit peu, parce que bien sûr, il faut chiller sur le week-end, il faut se reposer, c'est fait pour ça. Voilà. 3 petits lives, encore une fois, cette semaine, pour commencer joyeusement l'année. Donc j'espère que ça vous parle ce petit programme. Encore une fois, ça peut changer, surtout le live du week-end il peut varier parce que c'est pareil le week-end. Moi j'ai pas mal d'activités aussi les week-ends parce que je fais pas mal de sport à côté et par exemple j'ai pas mon planning de sport de ce week-end. Donc je sais pas si j'aurai peut-être sport ce dimanche ou samedi. Donc dans le doute je l'ai mis à dimanche parce que normalement j'ai censé faire sport samedi. Mais on verra, ça peut changer, de toute façon c'est pas les lives les plus importants. Voilà, petit programme, donc petit live actu aujourd'hui, React jeudi et chilling dimanche. Alors,
présenter un petit peu. Alors, on va mettre ça dans... comment faire ? On va faire ça comme ça, normalement. Hop. Tac. Voilà, là, je peux mettre ça comme ça, je peux présenter. Ah, je me suis fait une petite collation avant, parce que j'avais faim. Petit thé. Si on parle des corsaires. Alors déjà, est-ce que vous avez des questions sur les corsaires ? Parce que moi, j'avais noté quelques trucs intéressants sur les corsaires. Je vais peut-être commencer par celui-là. Ce qui est intéressant, donc encore une fois, ouvrage de Dominique Lebrun sur la vie des corsaires. Donc, présenté Dominique Lebrun, c'est un spécialiste du monde maritime. Il a fait de nombreux albums, essais, biographies, anthologies chez Talandier, notamment l'histoire de Bougainville ou de Surcouf. Et contribué à un ouvrage qui est des grands marins que j'ai aussi chez moi, qui est vraiment hyper intéressant, qui retrace l'histoire des différents marins qui ont façonné notamment l'histoire de France. Alors, ce qui est intéressant dans la première partie, pour introduire un petit peu les corsaires, c'est justement pour me dire que la marine royale française, c'est une marine qui était très tardive, pour la simple raison que les différents rois de France n'ont pas vraiment cru au rôle de la marine. Voilà, ils n'ont pas vraiment pensé que la marine pouvait jouer un rôle prépondérant en fait dans les conflits. Ils pensaient plutôt que le conflit se faisait plutôt sur terre. Notamment Louis XIV est un des personnages qui a le moins cru à la royale. Et donc ce qui fait que la première marine française a seulement été sous Richelieu, donc sous Louis XIII. Donc au XVIIe siècle, c'est la première fois qu'on a une vraie marine qui se met en place. Première marine. Bon, ça c'était juste pour l'introduction. Il y avait un truc que je voulais parler. Voilà. Ça c'est la guerre de course. D'ailleurs on parlera un petit peu de la guerre de course. Comme on dit, on parle des corsaires. Donc les corsaires, ce sont des privés qui sont mis au service du roi. Pourquoi en fait les corsaires apparaissent à ces moments-là ? Tout simplement parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher et ça rapporte des sous à l'État. Si on essaie de faire un petit peu quelque chose de simple, l'État va du coup armer des vaisseaux, prêter des vaisseaux contre des garanties et récupérer une portion en fait des prises qui sont faites. Donc c'est doublement gagnant, à la fois pour les corsaires qui se retrouvent avec des vaisseaux armés, et quand on parle de vaisseaux, ce qui est intéressant, si on prend Jean Bart, qui est un des premiers, son premier navire où il fait ses prises, c'est vraiment des tout petits navires. C'est des navires par exemple qui a seulement 2 canons. Parce qu'il faut se rendre compte que sur l'épopée corsaire, dans la majorité des cas, il n'y a pas de combat. On voit dans les films des combats à rallonge où on s'entretue, etc. C'est quand même très fantasmé. Dans la plupart des cas, il n'y a pas de combat parce que les gens préfèrent sauvegarder leur vie que leur cargaison. C'est quand même un fait assez intéressant. Donc, il y avait une phrase qui était intéressante pour énoncer un petit peu. J'expliquerai après parce qu'on parle beaucoup notamment des corsaires. On parle de la lettre de marque, mais la lettre de marque c'est un peu usurpé comme nom. Il y a plusieurs titres, plusieurs lettres qu'ils peuvent avoir. On a lettre de commission, lettre de représailles et la lettre de marque. Bon, je reviendrai un petit peu après. Normalement, il en parle ici. Voilà. Il dit: avec cette notion de représailles, le corsaire n'est plus le simple mercenaire engagé par un pouvoir. Le voici maintenant doté de droits et de devoirs par une autorité maritime et qu'un statut internationalement reconnu. Donc, en conséquence, si la guerre de course devient une composante des conflits, elle fait l'objet d'une surveillance stricte de la part de chacun des antagonistes, y compris vis-à-vis des propres corsaires. De fait, la guerre de course inquiétera toujours les pouvoirs qui font appel à elle pour remplacer ou renforcer une marine de guerre défaillante. Les autorités craignent qu'en autorisant leurs ressortissants à adopter un comportement qui demeure très proche de la piraterie, elles n'exposent les propres navires aux représailles de l'ennemi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on a eu les lettres de marque qui ont été faites notamment sous le Premier Empire, sous Napoléon, qui ont été pour donner une autorité en fait à des privés d'attaquer des navires ennemis en temps de guerre, sous certaines conditions. Et on a eu ce qui en appelait aussi lettres de représailles.
En gros, une lettre de représailles, pour simplifier, c'est comme une lettre de marque, sauf que c'était un armateur, c'était un propriétaire qui va dire qu'il avait subi un préjudice et qui l'autorisait du coup à se faire justice, entre guillemets, lui-même, en allant piller des navires. Et après, il y avait différentes lettres qu'on va appeler plutôt lettres de commission, on appelle surtout lettres de marque, mais en réalité, c'était plutôt des lettres de commission. Il y avait 2 types de commissions, il y avait la commission commerciale et la commission de guerre. En gros, la commission commerciale, c'est qu'on pouvait transporter des marchandises, et la commission de guerre, c'est qu'on pouvait aller attaquer des navires ennemis. On va dire que la commission commerciale était assez intéressante, dans le sens où du coup, ça permettait à la fois d'aller transporter des marchandises, et se dire, ok, si on prend l'aide de guerre en plus, on peut aussi attaquer des navires au passage si on n'a pas de marchandises à transporter. Voilà ce qui va se passer. Alors, autre élément, voilà, ça c'est sur la lettre de marque, justement pour préciser un petit peu. En pratique, il réussit, moyennant un paiement d'une caution, un document l'autorisant à armer en course, donc la lettre de marque, qui précise exactement à qui peut l'attaquer, à qui il peut s'attaquer. Certaines lettres n'autorisent d'ailleurs son porteur qu'à se défendre en cas d'agression. En effet, un navire marchand arraisonné par un bateau de guerre qui se défend par les armes est considéré comme pirate. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de clauses en fait dans ces lettres de commission, ces lettres de marque ou ces lettres de représailles qui font que l'aspect d'un corsaire est extrêmement encadré par le droit. Un exemple par exemple, au début, il est interdit en fait au navire d'arborer un pavillon autre que le pavillon en fait du navire. Ah, bien sûr, dans la pratique, certains corsaires vont changer de pavillon. Par exemple, ils ont une lettre de marque contre les Anglais, ils vont adopter un pavillon anglais pour se rapprocher plus facilement de leur cible. Et au début, par exemple, ce genre de comportement, quand il est prouvé et avéré, a fait rendre caduques les prises qui étaient faites. Ce qui fait que du coup, après, les corsaires devaient rembourser en fait les personnes qui avaient été lésées par leur attaque. Après, comme on est dans des époques où c'est un peu plus compliqué d'avoir des contrôles sur les prises, surtout, et certains vont du coup se faire fi un peu de certaines lois. Par ailleurs, dans aucun des cas, ni le corsaire ni son armateur ne deviennent propriétaires des navires et des cargaisons capturés. Voilà. À l'inverse des pirates, ce qui fait encore la grande différence avec les pirates, c'est que les pirates, une fois qu'ils ont capturé leur navire, il est à eux, ils en font ce qu'ils veulent. Alors que là, pas du tout. Ces derniers sont mis en vente publique, le produit en chair étant partagé entre le corsaire, en fait son armateur, et les caisses royales. Encore une fois, il y a toujours un pourcentage, puisque c'est le roi qui autorise en fait la commission, qui donne la commission, qui va prendre un pourcentage. Et notamment l'amiral de France, qui prend son petit 10%. Et par exemple, dans les Antilles, parce que c'est compliqué à faire contrôler, le 10% de l'amiral de France qui est récupéré, il va sûrement se mettre d'accord avec le responsable sur place. Il va dire, bon, moi j'ai 10%, je te donne 5%, et tu me laisses 5%. Comme ça, tout le monde est content. Vraiment la réglementation appliquée aux prises. Administration que Vauban veut revoir afin de donner un nouvel essor à la guerre, car lenteur des adjudications, surtout les 10% des commissions versées à l'amiral de France, s'ajoutent encore aux taxes perçues par les fermiers généraux sur les prises restent fort mal acceptées par les armateurs. Voilà. Donc, encore une fois, sur les prises, il y a déjà une partie qui est donnée aux armateurs, une partie qui est donnée au roi, mais la partie qui est donnée au roi est prise en priorité. Pas déconner non plus, c'est le roi. Et c'est pour ça que les rois sont très contents des différentes prises qui sont faites, parce que déjà, ça affaiblit en fait l'économie du coup adverse, et en plus ça rend fou les caisses royales. Donc c'est bénef, et sans prendre aucun risque. Encore une fois, vu que le coût est jugulé du coup par les armateurs et par les corsaires, ils sont tranquilles. Alors là, il parle aussi de Saint-Malo. Saint-Malo, du coup, je vous invite à visiter, c'est assez incroyable. Vous avez encore les maisons corsaires qui sont visitables et certains navires reconstruits, notamment le Renard, le bateau de Surcouf qui est une réplique du coup qu'on peut visiter et du coup on peut naviguer dessus, qui sont hyper intéressants. Et du coup, il y a une petite explication notamment sur pourquoi Saint-Malo est devenu la capitale des corsaires. C'était le port principal des corsaires pendant très longtemps. Parce qu'il y a quelques avantages. Donc Saint-Malo possède d'autres avantages. D'abord, vis-à-vis du duché de Bretagne, elle bénéficie du statut de port franc. Et ça, c'est super intéressant en droit pour des communautés navales. Donc elle ne reverse pas de taxes sur le trafic maritime et décide seule de son fonctionnement. Voilà. Quand vous avez le droit de ne pas verser de taxes, il
découvert, c'est un énorme avantage et que du coup, quand les gens vont faire des prises, ils sont très contents d'aller du coup à Saint-Malo les écouler parce qu'ils vont pas payer de taxes sur les marchandises qu'ils ont récupérées. Bon, il y a toujours la taxe royale et la taxe à l'amiral de France, mais on n'a pas les taxes qui sont faites sur les prises. C'est comme si aujourd'hui, vous arrivez dans un endroit où il n'y a pas de TVA pour écouler vos marchandises. C'est quand même un énorme avantage, quoi. Ce qui inspire son esprit d'indépendance. À la cité qui prend pour devise officieuse ni breton ni français, Malouin suit. Ensuite, et ce depuis Charlemagne, qui avait accordé statut à Alette, Saint-Malo est un mini. Le terme désigne un lieu de refuge pour les proscrits délinquants, que la justice ne peut y poursuivre. Cela y attire sans doute des délinquants, mais aussi des personnes d'origine très diverses. Et on sait qu'une population cosmopolite développe toujours une intense activité commerciale. Par ailleurs, le territoire minuscule de la ville accueille rapidement une population nombreuse. Il faut apprendre à vivre avec les uns et les autres, et on s'associe plus vite que dans les lieux où chacun vit au large. En termes de commerce maritime, l'association présente deux avantages. D'abord, le fait de réunir les apports de plusieurs en un gros capital unique permet de générer de plus importants profits pour chacun. Ensuite, avoir des participations financières des uns des autres permet de ne plus conserver tous ses œufs dans le même panier. À l'époque de navigation à voile, les naufrages et hautes fortunes de mer restaient inévitables. Ça a le double avantage de Saint-Malo, parce qu'il faut voir aussi que sur les navires, c'est très cosmopolite. Il y a environ, souvent, jusqu'à... par exemple, on a interdiction d'avoir plus d'un tiers d'étrangers sur un navire. Voilà, ça, c'est une règle, mais on peut avoir quand même pas mal de personnes, parce qu'un tiers, c'est quand même assez nombreux. Et surtout, il faut voir, par exemple, on a dans l'image l'image populaire, le pirate à la jambe de bois, etc. Ça, par contre, c'est une vraie réalité. Parce qu'on sait qu'en mer, les dangers sont nombreux, les amputations sont nombreux. Souvent, quand il n'y a pas de médecin, c'est un charpentier qui fait le travail. Alors bon, voilà, un charpentier qui s'occupe de la chirurgie. Vous faire un dessin, c'est pas très agréable. Hein, c'est pas le mec qui a les plus grandes connaissances médicales, quoi. On sait qu'il s'est scié, il s'est coupé, mais du bois. Donc bon, quand il sait pas qu'on voit que vous avez un problème à la jambe, bon, on vous coupe la jambe, quoi. On va pas chercher plus loin. Donc les maladies sont assez nombreuses, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de vieillards. En vieillards, à l'époque, c'est à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, vous êtes vieux, hein, qui sont embarqués sur les navires, et surtout des jeunes. Normalement, c'est à partir de 12 ans, 12 à 18 ans pour être mousse, par exemple. Mais il n'est pas rare que certains embarquent à 8 ou 10 ou 8 ans sur les navires, avec des moyennes d'âge qui peuvent être 16 ans par exemple sur les navires. Si on regarde, les capitaines corsaires par exemple obtiennent le grade de capitaine entre 18 et 22 ans en moyenne. 18 et 22 ans pour commander un navire, ce qui est quand même assez jeune. Assez jeune. Donc des équipages qui sont assez hétéroclites, très jeunes et avec beaucoup d'éclopés. Donc c'est pour ça que au niveau du combat, on n'est pas très fan. C'est quand même pas la volonté principale. Hein. La volonté, c'est d'être rapide, efficace et d'en s'en sortir vivant. Hop, tac. Voilà. Là, c'était l'exemple pour étayer un petit peu ça, sur l'exemple de Jean Bart. Donc, Jean Bart reçoit son premier commandement, la Galiote, le roi David, avec ce minuscule bâtiment de 35 tonneaux, 2 canons et 34 hommes d'équipage. Voilà. Ça, c'est une moyenne en fait pour un corsaire. C'est ce genre de navire qu'on a. Donc c'est vraiment... Est-ce que j'ai une mode de galiote pour montrer un peu à quoi ça ressemble, une petite galiote. Tac, je vais en trouver une image, tiens, rapidement. Si mon navigateur est pas bugué. Hop. Tu mon navigateur est complètement bugué. Hop. Non, ça va, j'ai débugué. Hop, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'on avait des images? Oh, on a des belles images. Oh, on a des belles images. Tac. Hop. On vous amène là. Allez. Tout petits navires comme ça là. Voilà. Hop. On peut l'avoir en plus grand. Il faut l'avoir en plus grand, moi. Je veux juste l'image. Ouvrez l'image. Bon, je fais ça. Hop. Voilà.
genre de petit navire. Ce petit navire que les corsaires vont sévir. Donc on a 2 petits canons, donc pour dire, c'est là qu'on se rend compte qu'un navire avec 34 tonnes d'équipage et 2 canons, c'est pas vraiment fait pour le combat. Hein, les grosses canonnades, quand t'as que seulement 2 canons, 34 tonnes d'équipage, t'es pas là pour canonner, pour tirer du canon sur l'adversaire et pour faire des abordages. C'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est que les gens se rendent rapidement pour récupérer la cargaison intacte. Hein. Quand on voit dans les films et autres que les gens s'amusent à couler des navires, un navire, c'est comme une mini-entreprise. Hein. C'est comme une vraie entreprise. Vraiment, on va dire, souvent pour avoir un navire, il y a entre 3 et 12 personnes qui ont investi dedans. Entre l'achat du navire, l'achat des vivres, le paiement en avance notamment des salaires de certains matelots, etc., etc., quoi. Et l'armement du navire. Donc on a ces éléments qui sont présents pour dire que les corsaires avaient des navires, l'objectif principal c'était la manœuvrabilité et la rapidité. Mais en aucun cas l'armement. Parce qu'encore une fois, si vous avez un navire qui est ultra armé, il va être lourd, il va être beaucoup plus lent. Et du coup, par exemple, pour un canon, sur un navire, il faut 4 hommes. Donc plus vous êtes canon, plus il faut d'hommes d'équipage. Ce qui fait que rapidement, sur des navires où la promiscuité est extrêmement présente, ça peut être compliqué. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir le plus d'espace possible pour récupérer des cargaisons. Du coup, hop, on continue sur Jean-Bart. Donc ce petit bateau, petite galiote, qui a seulement 35 tonneaux, 2 canons et 34 hommes d'équipage. Il accumule vite les prises et se bâtissant une petite fortune en quelques semaines. Son secret, une DAS hors du commun. Alors que la plupart des corsaires ne s'attaquent qu'à des proies faciles, incapables de se défendre, lui ne craint pas le combat. Impressionné par des bénéfices atteignant 1000%, voilà, vous en connaissez beaucoup des placements aujourd'hui qui font 1000% de bénéfices? J'en connais pas beaucoup. Hein. Si vous en avez, je suis preneur. Son armateur lui confie un bâtiment bien plus important, la galiote royale, 80 tonneaux, 80 hommes et 8 canons. Encore une fois, on a un navire qui est un peu plus grand, donc même style, on a toujours que 8 canons. 8 canons, c'est quand même très très peu pour un navire. Et là, c'est qu'on voit que la canonnade, c'est quand même pas l'objectif principal et le point fort du navire. Son point fort, encore une fois, c'est qu'il est rapide et manœuvrable. Donc au terme de deuxième campagne aussi rentable que la première, le jeune capitaine dispose de moyens financiers suffisants pour posséder lui-même des parts d'armement. La bourgeoisie du port de Dunkerque voit en lui un excellent parti. Tu m'étonnes. Le gars, il vient de faire 2 campagnes victorieuses, mieux que ce que tout le monde avait fait avant lui. Alors, voilà. Ça, on voit aussi, deuxième important, c'est que 4 ans après avoir reçu le premier commandement de son navire, le voici capitaine du Mars, 250 tonneaux, 150 hommes et 26 canons. Donc c'est seulement une fois qu'il a réussi à faire ses preuves qu'il a réussi à avoir un navire un peu plus digne de son nom. Mais encore une fois, sa carrière a duré seulement 5 ans, donc la majeure partie de sa carrière, il a fait sur ce petit navire. Et en tout, il a réussi à prendre 92 prises. Et comme je disais tout à l'heure, l'histoire maritime veut connaître le même destin. La carrière du corsaire du Gué-Trouin, 8 ans, et celle de Surcouf, 6 ans. Et après, bien sûr, il va intégrer la marine royale. Encore une fois, la carrière des corsaires se fait seulement à partir du moment où il y a un conflit maritime. Un conflit, du coup, entre 2 États. Un état de guerre où on peut octroyer, du coup, cette fameuse lettre de marque, ou plutôt lettre de commission, si on est plus précis dans les termes, à un particulier, pour qu'il, du coup, puisse attaquer les navires pour, du coup, diminuer l'économie de son adversaire. Alors, si on passe au deuxième élément de celui-là, comme dit, premier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment livre consacré aux corsaires. Si je le présente succinctement, là, je viens d'utiliser quelques éléments. Bon, ce qui est intéressant dedans, c'est que vous avez tous les termes sur l'histoire corsaire. Si vous en prendre plus, le brigantin, qu'est-ce que c'est qu'un cabotage, la bordée, le bossoir, le boulet. Enfin, bon, énormément de termes univers maritime. Il y a quelques, du coup, notamment on avait parlé la dernière fois, comment sont répartis en fait les butins. Donc, par exemple, on voit que ça va de 12 parts au capitaine, au mousse, un quart de part ou une demi-part. Forcément, en fonction du grade, on a des prises plus importantes. Ce qui est aussi cool dans ce bouquin, c'est que vous avez aussi les termes sur la guerre de course. Voilà, vraiment sur les termes, par exemple, voilà, Reiss, le terme Reiss qu'on connaît un petit peu aussi,
c'était à l'époque, à la base, un capitaine de navire barbaresque. Donc navire barbaresque, c'est le navire du coup des côtes aujourd'hui, Algérie, Maroc, etc. La Sainte-Barbe, bon, la Sainte-Barbe c'est connu du coup parce que du coup c'est un compartiment qui est protégé à l'arrière, qui pouvait stocker la poudre. Donc, objectif pour certains d'aller faire sauter la Sainte-Barbe pour faire sauter le navire. Les U-Boot, voilà, les fameux U-Boot, hein, abréviation des Hunter Sea-Boot pour les sous-marins allemands pour la Seconde Guerre mondiale. Et du coup on a le petite table des matières. On commence du coup à l'époque viking, qui continue avec Saint-Malo, et là on a différents corsaires. Bon, on a les plus connus, Jean Bart, de Guy Drouin et Robert Surcouf, mais aussi certains un peu moins connus peut-être comme Jacques Cassard, Claude Forbin. Claude Forbin du coup qui a brièvement navigué du coup avec Surcouf sur certaines parties, ou encore Nicolas Pierre du Clougio, peut-être le moins connu de tous. Voilà. Et pareil, là on a les corsaires du coup à différentes époques, donc là c'est plutôt à l'époque de l'âge d'or des corsaires. Après on a la marine américaine avec Jean Lafitte et Thomas Boyle, peut-être les plus connus du coup pendant l'indépendance américaine. Et après là plutôt pendant la Première Guerre mondiale, certains Lusitania, le paquebot qui a été armé en tant que corsaire, il y a eu plein de reportages dessus. Le fameux Normandie aussi. Quand on y pense, c'est des histoires assez rocambolesques où on a un duel au canon entre un voilier et un U-boot, donc un sous-marin qui fait un duel avec un voilier. Ça paraît quand même ubuesque comme situation. Ça rappelle un peu pour ceux qui ont lu. Comment ça s'appelle la bande dessinée d'Hugo Pratt. Comment il s'appelle Hugo Pratt. En plus, je l'ai juste derrière moi. J'adore. Corto Maltese. Corto Maltese qui fait vraiment le pont entre deux époques. L'époque de la marine à voile et des cuirassés. Qui est vraiment le parallèle entre ces deux trucs. Et d'ailleurs, petite anecdote, le plus gros navire qui a jamais été créé en France, en 1940, s'appelait le Jean Bart. Même le Charles de Gaulle, en termes de tonnage, est inférieur au Jean Bart. Qui aujourd'hui, même s'il va être dépassé avec le prochain porte-avions qui va être fait, en tout cas le plus gros navire qui a jamais été créé en France, s'appelle le Jean Bart. Donc on voit tout l'hommage qui a été rendu du coup à ces corsaires, parce que notamment Jean Bart, et encore une fois, c'est plus ou moins vrai, mais ce qui est retenu dans l'histoire, c'est qu'il a sauvé la France d'une famine. Voilà, c'est un de ces hauts faits pour lesquels il est connu. Il y en a par exemple un croiseur sous-marin qui s'appelait Surcouf, pour reconnaître un petit peu l'importance de ces personnages dans l'histoire de France, qui est non négligeable, voire très importante. Notamment, comme le dit Surcouf, s'est vu proposer le commandement de la marine impériale par Napoléon. Et c'est une des rares personnes qui a réussi à lui dire non. Il a dit non, moi je veux pas de la marine impériale, moi je suis beaucoup plus efficace en faisant la course. Ok, très bien, tu peux dire non à Napoléon. Napoléon a dit parce qu'effectivement c'était le meilleur capitaine qu'il avait sous la main, donc on va pas lui embêter. Napoléon Ier. C'est pour ça, c'est encore plus impressionnant d'avoir pu dire non à Napoléon Ier à son apogée, parce qu'on est en 1802, on est vraiment à l'avènement de l'Empire, et du coup, pour remodeler sa marine qui est quand même à l'agonie, il voulait Surcouf comme amiral. Surcouf a fait non, moi je suis bien tranquille dans mon coin, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. Alors, là, c'est assez intéressant. Donc, c'est le deuxième ouvrage. Donc, c'est l'ouvrage, je pense, c'est la Bible sur l'histoire des pirates et des corsaires, de Gilbert Buty et Philippe Audrech. Donc là, on nous l'explique. Gilbert Buty est professeur émérite d'histoire à Aix-Marseille, université, et chercheur au MMSH CNRS TLM Aix-en-Provence, qui est un des gros pôles en histoire. Et Philippe Audrech est maître de conférence en histoire moderne à l'université de Bretagne Sud et chercheur au CERIO à Lorient. Et ce sont deux des meilleurs spécialistes de l'histoire maritime et de l'histoire pirate et corsaire français, si ce n'est les meilleurs. En tout cas, ils sont dans le top 5 facilement.
des meilleurs chercheurs, en tout cas des spécialistes qui ont publié en tout cas sur le sujet. Donc si vous êtes passionné, c'est vraiment des ouvrages à aller au minima regarder et au minima et au pire à acheter, quoi. Donc vous avez dit Corsair, les pratiques Corsair sur Louis XIV. Encore une fois, le XIV n'était pas le plus impliqué dans la marine, hein. Il a visité 3 fois ses ports pendant son règne, sachant que c'est le roi qui a régné plus longtemps en France, pour dire l'importance qu'il donnait à la marine. Mais bon, dit en passant, il a permis, en tout cas, ces administrateurs, en tout cas, ont permis à la marine de se redonner un petit élan et qui a été perduré après lui. Donc l'armateur choisit le navire, s'occupe de trouver des vivres, armes, agrès de rechange et des réparations. Il choisit le capitaine, surveille le recrutement de l'équipage, s'occupe des formalités préliminaires à l'instruction des prises et suit les procédures. La prise est jugée bonne. Il fait décharger les marchandises dans les magasins et veille à la vente. C'est lui qui tient les comptes afin de procéder à la réparation de ce qui peut être c'est peut-être une femme, le plus souvent une veuve, comme Marguerite Bocher, mère de Duc Guétrouin. Il est rare qu'un négociant soit seul armateur. Il intéresse à l'affaire plusieurs autres marchands ou capitaines qui peuvent être propriétaires en partie du bâtiment. À Saint-Malo, la moyenne est de 11 associés par affaire. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est plusieurs dans une seule affaire parce que entre la piraterie, entre les tempêtes, entre les maladies ou les accidents en mer, il n'est pas rare que des navires se perdent ou ne reviennent jamais. Et sachant qu'une entreprise marine, ça dure plusieurs mois, il faut partager les frais. C'est inévitable. Parce que sinon, c'est des pertes qui sont beaucoup trop considérables. Encore une fois, chaque navire est une mini-entreprise en soi. C'est une vraie entreprise, c'est vraiment une vraie entreprise. Et donc, quand vous perdez une entreprise, ça fait pas du bien. Et il faut voir les armateurs un petit peu comme les actionnaires, comme le conseil d'administration des navires. L'armateur devient le directeur général de l'armement. Ses associés lui versent leur quote-part et obtient ainsi la gérance des fonds jusqu'à la dissolution, c'est-à-dire la liquidation et la répartition des bénéfices après la campagne. Donc une fois qu'on a récupéré les biens qui sont revendus. Donc c'est une entreprise qui peut être ultra lucrative quand ça fonctionne. Comme dit, on peut avoir 300, 500, 600, 1000% de bénéfices sur son investissement de base, ce qui est stratosphérique aujourd'hui. Quel investissement peut vous proposer ça, à part si vous avez misé sur les cryptos au début quand elles sont arrivées et que vous les revendez aujourd'hui. C'est des investissements qui étaient parmi les plus lucratifs, mais aussi les plus à risque qui existent. La course d'entreprise par action. 2 sortes d'armements sont possibles. En guerre, c'est-à-dire une opération de course uniquement. Donc, encore une fois, le but, on donne une lettre de merc ou une lettre de commission à un navire pour que du coup il attaque des navires ennemis sous certaines règles, sous certaines conditions, etc. Encore une fois, il ne va pas couler le navire, il ne va pas massacrer tout l'équipage. Le but, c'est d'en faire des prisonniers, de récupérer la cargaison, de ramener les biens du coup en France pour faire la répartition, et après de rendre les otages ou les échanger contre 2 otages de notre pays. Et du coup, deuxième possibilité, c'est en guerre et marchandises. Donc c'est une possibilité, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, permet surtout de s'affranchir de l'obligation de naviguer en convoi et de compléter les profits en cas de rencontre avec un marchand isolé et plus faible. À Saint-Malo, tous les navires partis en pêche en 1696 ont une commission en guerre et marchandises. Voilà. Donc ça permet d'être un peu plus libre en marchandises, c'est que du coup, si on trouve sur le chemin des marchandises qui peuvent nous intéresser, on va faire ma base dessus. Les navires corsaires sont ceux habituellement utilisés pour le commerce et souvent avec le même capitaine. La rapidité est le seul facteur vraiment important. Encore une fois, j'ai dit, on n'a pas des énormes navires, on n'a pas des Indiaman comme peuvent être les gros navires de la Compagnie des Indes orientales. D'ailleurs, Surcouf va capturer le Kent, qui est sa plus grosse prise, qui était un Indiaman de la Compagnie des Indes orientales. Le corsaire doit être bon voilier. Les prix sont réutilisés selon leur qualité nautique, comme le sans pareil, ex non-such, monté par Du Guestroy de 1695 à 1697. Prix des anciens navires marchands ne suffisent pas. Il faut bâtir 17 corsaires, sont construits pour Saint-Malo entre 1688 et 1697, soit 40% du tonnage. Encore une fois que les lettres de commission sont mises en place, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de navires sur le chemin, on n'a pas assez de navires disponibles, donc on va créer des navires.
pour renforcer la marine. Et encore une fois, ça c'est l'avantage du roi, parce que c'est pas du tout lui qui va financer les navires, ce sont des privés, des armateurs qui vont eux-mêmes monter leurs navires. La période la plus active correspond au début de la guerre de succession d'Espagne, avec près de 30 navires construits pour les Malouins en 2 ans. Encore une fois, cette guerre de succession d'Espagne, qui a impliqué tous les pays européens, a été un conflit majeur qui a créé énormément en fait, d'emplois au niveau maritime. Par exemple, la Royal Navy, on avait plus de 45 000 à 50 000 matelots, et ce qui fait qu'à la fin de ce conflit, en 1713, la plupart des matelots ont été démobilisés par la marine, la Royal Navy. Et ce qui a fait justement qu'a créé l'âge d'or de la piraterie, parce que ces matelots qui sont démobilisés, souvent des gens qui viennent de basse extraction, qui sont des gens plutôt pauvres, sans conditions, sans diplôme, et sont plutôt des roturiers qui n'ont pas de titre de noblesse, se retrouvent un petit peu sans rien, et la seule chose qu'ils savent faire, c'est naviguer, se battre. Bon, c'est pour ça que beaucoup sont devenus pirates. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, on a vu notamment les Jack Rackham, les Mary Read, les Anne Bonny, les Barbe Noire et consorts, du coup apparaître à cause de cette fin du conflit. Ce qui est assez paradoxal. On finit un conflit et on se retrouve avec un autre conflit avec des pirates. Donc certains corsaires atteignent 300 tonneaux et plus. Ces navires sont généralement bien armés, la moyenne étant à sa mode de 1 canon pour 10 tonneaux. Voilà. Encore une fois, petite moyenne, si vous voulez faire un navire, 300 tonneaux. Donc là, si on a 300 tonneaux, c'est-à-dire qu'on a un navire qui a 30 canons. En moyenne. La légèreté étant recherchée. Du Guétrouan, rarement le sang pareil, ne lui fait porter que 42 canons, alors qu'il est percé à 50. Comme on dit, on rappelle, le but c'est pas d'avoir le plus de canons, contrairement aux navires de la marine royale et de la Royal Navy, qui eux sont faits pour le combat. Les navires de la marine sont faits pour le combat, donc on met un max de canons dessus. Alors que les navires corsaires, eux, ils mettent moins de canons. Encore une fois, plus il y a de canons, plus il faut d'hommes d'équipage, et moins il y a de canons, plus il y a de place dans les soutes pour récupérer du matériel, et récupérer des denrées, et récupérer du butin. Donc c'est plus avantageux, et encore une fois, si on a moins de canons, on est plus léger. Donc si on est plus léger, on est plus rapide. Donc on a dit, le point principal, c'est la rapidité. En cas de chasse par un marchand de boulets, il faudra légir le bâtiment, c'est-à-dire jeter à la mer la chaloupe, les canons, les avirons, défoncer les barriques d'eau, se débarrasser des ancres, chaînes, grappins, haques de rechange et attendre la nuit. Et ça, c'est un truc qui se faisait assez régulièrement, c'est que si on est trop lourd et qu'on n'arrive pas à rattraper notre proie, eh ben on jette tout ce qu'on peut par-dessus bord. Voilà. Ça, c'est pas quelque chose qui est anodin, qui se fait de façon très régulière. Autre chose, c'est l'homme corsaire. Pour présenter un petit peu, on a présenté vraiment un petit peu les corsaires. Qui sont les corsaires? Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont très très jeunes. Là, ils vont nous donner les âges justement. Les capitaines sont plutôt de jeunes gens, d'une trentaine d'années. La valeur n'attendant pas le nombre des années. Jacques Cassard est capitaine à 20 ans. Luc Guétrouan commande à la mer à 18 ans. Méniac de la Moinerie à 20 ans. Charles Pourret de la Touche à 22 ans. Et son frère Alain Pourret, sieur de Breil, à 21 ans. C'est quand même fou, on se rend compte que les capitaines corsaires sont ultra jeunes. Après, il faut remettre un petit peu en contexte. Comme on dit, après 40 ans, les gens sont considérés comme des vieillards. Parce que la mortalité est quand même assez importante et la durée de vie est quand même bien inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Très vite, les gens font leurs preuves. Comme dit, ils peuvent monter à partir de 18. Alors, normalement, c'est 12 ans. Mais certains montent à 8 ou 10 ans sur un navire. Donc, quand ils arrivent à 20 ans, ils ont déjà 10 ans d'expérience. Voilà, à 20 ans, il y a déjà 10 ans d'expérience pour certains sur la mer. Donc forcément, en 10 ans, ils ont réussi à faire leurs preuves et à comprendre en fait le fonctionnement des navires, les voies d'eau, etc. Maître après Dieu, selon une formule à l'origine obscure, ces hommes doivent savoir où naviguer, faire de bonnes prises en évitant, comme la peste, c'est susceptible d'être jugée mauvaise. Ne pas être capturé et ne pas causer de dégâts aux navires qu'ils commandent et que, parfois, ils possèdent en partie. On dit certains, après, avec leur prise, comme Jean Bart, sont devenus un peu propriétaires, en partie en tout cas, de leurs navires. On dit, certains prennent des parts, encore une fois, les navires, on dit c'est des entreprises, c'est comme des actions. Certains vont mettre des actions dans leur propre navire pour récupérer une partie des bénéfices, parce qu'encore une fois, quand on arrive sur Terre, on va partager les biens en fonction des personnes qui sont propriétaires du navire. Donc si vous avez pris une action du navire, vous avez une partie du butin qui vous revient, en plus de vos parts en tant que capitaine.
Donc c'est doublement bénéfice. Vous avez vos parts en tant que capitaine et vos parts en tant que propriétaire, co-associé en tant que copropriétaire du coup du navire. Donc il faut d'abord pouvoir compter sur un bon équipage. Le recrutement tâche peu facile à effectuer fait partie des prérogatives du capitaine. L'état-major particulièrement étoffé comprend en moyenne 10%, parfois 20% de l'équipage. Voilà. Comme on dit, c'est très compliqué d'avoir des officiers qualifiés sur ces navires. Donc on prend beaucoup de mousses, de matelots, de débutants, de vieillards et autres pour gonfler un petit peu les rangs du navire, les membres d'équipage, pour pouvoir manœuvrer. Parce qu'encore une fois, à l'époque, encore sur les navires modernes, un petit peu il faut beaucoup moins de personnes pour naviguer, mais à l'époque, il fallait énormément de personnes pour naviguer sur le navire. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes des assistantes un peu techniques, technologiques, qui permettent de diminuer en fait le nombre de personnes sur un navire. Donc là, il nous donne un exemple. Ainsi, le comte de Revel, grosse frégate de 300 tonneaux, lève l'ancre avec un second, 5 lieutenants, 8 enseignes, un aumônier, 3 chirurgiens, un écrivain. Et les écrivains sont hyper importants. Comme il explique juste après, je crois, l'encadrement est voisin de celui des vaisseaux du roi. Officiers et bas-officiers sont aussi pour eux de souk et ferme, l'équipage et prévenir les émotions. Alors, un écrivain est toujours présent sur les corsaires pour empêcher le pillage général. Celui qui appose le sceau de l'amirauté sur les écoutilles de la prise pour préserver les droits de l'amiral. C'est également lui qui veille au respect de l'article 20 du titre 9 de l'ordonnance de 1681. Défendons de faire aucune ouverture des coffres, ballots, sacs, pipes, barriques, tonneaux et armoires de la prise. Et toute personne d'en acheter ou receler jusqu'à ce que la prise ait été jugée, ou qu'il y ait été ordonné par justice à peine de restitution de quadruple et punition corporelle. En gros, l'écrivain, c'est la personne qui est un petit peu le référent du roi, le référent de l'amirauté, pour valider qu'en fait, que comme dit, il y a un tiers qui doit revenir au roi, bah sur un tiers du butin, il va mettre des scellés pour les protéger, pour éviter que quelqu'un s'en serve. Après, bon, c'est censé être le mec le moins corrompu, il arrive que certains se fassent un petit peu corrompre par les autres marins de l'équipage pour éviter que ça aille au roi. Alors certains sont passés entre les mailles du filet, certains se sont fait prendre, et comme dit, si vous vous faites prendre, vous devez rembourser au quadruple ce que vous avez pris. Avec notamment, vous pouvez avoir des châtiments corporels ou des peines de prison et autres joyeusetés de l'époque, plus ou moins sympathiques. Ensuite, l'écrivain prête serment devant les officiers de l'amirauté, mais face à l'avidité des hommes, voire du capitaine en personne, les bonnes résolutions ne tiennent pas toujours. Voilà. Dans le feu de l'action, bien des coffres sont enfoncés malencontreusement. Bah oui, ça peut arriver, hein. Un petit coffre rempli de pièces d'or, bon, voilà, on en a pris quelques-unes au passage. Voilà, ni vu ni connu, personne ne va nous en vouloir. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'apanage. Encore une fois, c'est un rôle qui est un peu obligatoire parce qu'encore une fois, les bateaux corsaires sont financés. Ça dépend en fait. À la base, ils sont financés par le roi. Après, ça va être seulement les amirautés. Après, seulement les armateurs qui vont les financer. Mais du coup, forcément, vu qu'il y a une autorisation royale qu'ils autorisent à faire des prises contre le navire d'une nation définie, bah forcément qu'il y a un peu de contrôle derrière pour valider qu'ils n'ont pas attaqué tout et n'importe quoi. Parce que par exemple, imaginez, vous avez une lettre de commission pour attaquer un navire anglais et vous attaquez un navire espagnol, ça va pas le faire. Vous n'êtes pas des pirates. Et du coup, votre prise est jugée illégale et c'est vous qui pouvez avoir des problèmes. Donc, la vocation corsaire de Saint-Malo. Fleurit dans les zones de chasse, prospère sur les mers étroites, la Narrow Sea. Lieu saturé par la présence de marchands ennemis, ou neutres, pas toujours en règle. Les croisières s'établissent au large des caps, Cap Clear, Cap Lizard et les Sorlingues, dans le canal de Saint-Georges et la mer d'Irlande. L'union de l'Écosse et de la Grande-Bretagne en 1707, donc le Royaume-Uni, provoque un regain d'intérêt de la mer du Nord. Effectivement, il y a de plus en plus de navires, donc forcément ça attire des convoitises. Ah oui, ça. Voilà. Ça qui est intéressant sur cette partie-là, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, les combats sont peu fréquents, de l'ordre de 1 pour 30 ou 40 rencontres. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on voit dans les films souvent que dès que les navires se croisent, tout le temps, ça se bat jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme. Bah, dans les faits, c'est 1 pour 30 ou 1 pour 40 rencontres. Dans la plupart des cas, les navires, ils arrivent, ils se rapprochent. Une fois qu'on a... Ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer un coup de semonce, on va tirer à blanc pour demander à l'équipage de se rendre. Et dans
dans 29 fois sur 30 ou 39 fois sur 40, l'équipage va se rendre. Parce que l'équipage, ils ont aucune envie de se battre, aucune envie de perdre la vie pour une cargaison qui ne leur appartient même pas. Voilà, c'est comme, je sais pas, si on ferait la transition, c'est comme si nos employés allaient donner leur vie pour leur entreprise. Non. Non, les gens le font pas, et tout le monde ne va pas se battre jusqu'à la mort, au risque de perdre un bras, un œil ou même la vie, pour défendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Voilà. Et en plus, sachant qu'ils sont pas hyper bien payés, ils ont des conditions de vie qui sont pas folles, ils sont pas très bien nourris, ils ont encore moins envie de le faire. Donc, les capres dunkerquoises livrent plus souvent bataille à cause d'un tonnage plus petit qui permet à un marchand d'espérer résister, mais aussi du fait qu'une frégate hollandaise se rend moins facilement qu'un caboteur gallois ou un pêcheur irlandais. Enfin regroupés, les capres n'hésitent pas à attaquer les convois, dunkerquois, boulonnais et calaisiens, naviguent surtout l'automne et l'hiver pour profiter des tempêtes qui dispersent les marchands au sein des convois, et les vaisseaux du blocus. Voilà, parce que souvent, pour échapper aux corsaires, aux pirates et autres, les navires sont en convoi. Mais on n'a pas les radars, on n'a pas les téléphones, on n'a pas toutes ces technologies du coup pour savoir où est chacun et pour savoir en temps et en heure où on est. Donc il se peut qu'avec la luminosité, les tempêtes, etc., certains navires se perdent. Clairement. Hein. Et ce qui fait du coup ça devient des proies faciles. Et un navire isolé dans un convoi, qu'est-ce qu'il va faire s'il rencontre un navire ennemi? Il va se rendre, il va pas se battre. Voilà. Et surtout si par chance c'est un corsaire, il sait que s'il décide de se rendre, il va rien lui arriver, on va juste piquer sa cargaison et ciao, bonsoir. Donc voilà, donc pas besoin de s'en plaindre, et vu que c'est dicté par la loi de la guerre, il va pas être pendu par son armateur, il va pas être pendu par le roi ou par autre, parce qu'ils ne sont pas, vu que c'est un marchand. Voilà. Bon. Donc les risques pour lui sont, il a plus de chances de se rendre que de se battre. Voilà, c'est plus intéressant pour lui de se rendre que de se battre. Après, ça peut être différent si c'est un navire militaire. Si c'est un navire militaire, généralement, il est censé se battre jusqu'à ce que le capitaine avoue sa défaite ou soit tué ou capturé. Ou alors, si on a capturé le drapeau adverse, ça, c'est aussi considéré comme une victoire. Un peu les captures de flag qu'on a dans les jeux. Parce qu'encore une fois, le drapeau était quelque chose d'assez important. À cette époque, il y avait vraiment un énorme honneur en fait, à se battre pour sa patrie, qui était assez marqué. Et du coup, si vous capturez le drapeau ennemi en fait, d'un navire, c'était considéré comme une victoire en fait, pour le camp qui l'avait pris. Voilà. Hop, c'était pour cette partie-là. Il y avait un autre truc que j'avais noté là-dessus. Ah oui, voilà. Ça c'était pour la mobilisation sur la course. Je vais donner un peu des chiffres là-dessus. La course mobilise une grande partie des gens de mer. Pratiquement tous les inscrits maritimes feront campagne de course parce qu'ils embarquent sur des corsaires, parce qu'ils vont à la pêche ou naviguent en commerce sur des bâtiments suffisamment armés en hommes et artillerie pour prendre sur l'ennemi, parce que dans le cadre du service de l'État, ils se trouvent affectés sur un vaisseau relevant d'un armement mixte. À Saint-Malo, durant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la trentaine d'armements corsaires annuels exige 4 000 hommes, environ les 2/3 de la masse classée du département. Donc rien qu'à Saint-Malo, il faut 4000 hommes. Alors ce qui est drôle, comme tu dis, le drapeau le plus connu, ça c'est pour les pirates. Les corsaires n'avaient pas le drapeau de tête de mort. C'est le drapeau de tête de mort. Mais si on prend un exemple, est-ce que je l'ai là, hop, je vais le prendre. Si je passe, tac. J'ai un exemple, hop. Est-ce que j'ai trouvé une image qui me fait ça? J'ai pas. Est-ce qu'ils le font? Qu'est-ce que je trouve une image qui en parle? Oui, par exemple, si on va juste sur Wikipédia. Wikipédia le font très bien. Par exemple, le drapeau pirate, peut-être le plus connu, qui est celui-là, le drapeau pirate de base, ils le mettent, je pense qu'il l'a. Alors, on a un drapeau de Sea Shepherd. Drapeau pirate, voilà, le plus connu, c'est celui-là. Mais pourtant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, par exemple, pour les pirates, chaque capitaine a son propre drapeau. Il n'y a pas un capitaine qui a le même drapeau qu'un autre.
Alors, par défaut, c'est le plus connu, alors que au final, chaque capitaine avait son drapeau qui était personnalisé. Ah, c'était assez rare que chacun ait le même drapeau. Et donc, et au final, c'est même pas celui qui a été le plus utilisé. Encore une fois, la lors de la piraterie, c'est très rapide, hein. Ça, c'est les drapeaux qu'on utilisés du coup au début du Xe siècle, donc entre 1700, allez, si on est très large, 1700 et 1730. Donc pendant 30 ans, si on est vraiment très très large. Et c'est tout. Pendant toute l'histoire de la piraterie depuis l'Antiquité. Voilà. Donc c'est le plus connu, alors que c'est pas le plus utilisé. Loin de là. Et les corsaires, encore une fois, eux avaient les drapeaux de leur pays. Un corsaire français a un drapeau français, un corsaire anglais a un drapeau anglais, un corsaire espagnol a un drapeau espagnol, parce qu'ils agissent pour le compte du roi. Même si c'est pas une marine, c'est pas la marine royale, c'est pas la marine de l'État, c'est une marine privée au service du roi. Donc ils ne sont pas, c'est pas le drapeau pirate, parce que s'ils utilisent le drapeau pirate, et là c'est considéré comme un acte de piraterie, et là ils peuvent être pendus, et là s'ils rentrent au port, ça va pas se passer pareil. Hein. Ça va pas bien se passer pour eux, quoi. Tac, attends, c'est vrai qu'il faut que je le décale un petit peu. Tac. Tac, tac. Alors, des pratiques corsaires. Hop, non, c'était ça, c'était l'autre. On était déjà là. Tac, tac. Donc 4000 hommes. 2 tiers de la classe du département. Donc, rien qu'à Saint-Malo, il faut 2 tiers du département, quoi. Comment on sait si c'est un Français ou un autre ? Parce que le navire est censé mettre son drapeau. Encore une fois, au début, les règles, c'était que un navire corsaire était obligé de se signaler par son drapeau d'origine pour valider la prise, pour dire que oui, je suis français, j'ai une lettre de marque, donc je peux attaquer un navire anglais, parce que j'ai une lettre de mon roi qui m'autorise, parce que la France et l'Angleterre sont un truc. Mais par la pratique, il s'est souvent passé que certains vont arborer un autre drapeau, par exemple le drapeau de leur proie. Par exemple, ils chassent un navire anglais, ils font « Ah tiens, il y a un navire anglais en face, on va mettre un drapeau anglais, comme ça va pouvoir se rapprocher facilement. » Alors au début, les prises étaient annulées, et par la suite, ça a été plus ou moins accepté, entre guillemets, qu'on le fasse. Ça a été toléré, on va dire. Il y avait un seuil de tolérance. Parce que ça arrangeait bien le roi de récupérer la prise. Et les ressources et la cargaison du navire. Donc ça pouvait, mais c'était pas... C'était une petite ruse, voilà. On va dire que c'était la ruse. Ce chiffre monte à 7000 entre 1703 et 1705. Donc on a quasiment doublé le nombre d'hommes qui est nécessaire. Masse encore une fois impossible à réunir sans le recours aux novices, vétérans, mousses volontaires, étrangers, invalides, d'autant que l'ensemble des gens de mer classés, dénombrés au début de la guerre de succession d'Espagne, n'atteint que 52 000 hommes. Dunkerque ne dispose que de 500 matelots, alors que sa course nécessite 4000 gens de mer. Alors, c'est pour montrer un petit peu l'importance de la marine. On a besoin de 4000 marins, mais on n'a que 500 dispositions. Forcément, qu'est-ce qu'on va faire ? Des étrangers, des vieillards, des enfants qu'on va prendre pour compléter les navires. Donc on voit que sur 4000, il n'y a que 500. Là, il y a 3500. Donc on a 3/4 des équipages qui ne sont pas des matelots confirmés. Donc encore une fois, ça explique le fait qu'on ne veut pas se battre. Elle se retrouve avec 3/4 de l'équipage qui n'est pas un matelot confirmé, qui n'a aucune connaissance, qui a peu ou aucune connaissance de la mer. Donc le but, ce n'est pas de se battre. Mais à aucun cas, c'est de se battre. On ne veut pas se battre. On veut vraiment juste récupérer des ressources. Parce qu'on sait très bien que si vous avez 3/4 de votre équipage qui ne sait pas naviguer, qui ne sait pas se battre, qui n'est pas fait pour ça, qui est juste là pour prendre les sous, vous n'allez pas tenter le diable. Hein. Voilà, je sais pas. Je prends un exemple. Je sais pas que c'est comme exemple. C'est comme si vous avez une équipe de sport, vous êtes manager de sport, et vous savez que 3/4 de votre équipe, ce sont des nouveaux, des gens qui sont pas fous. Vous n'allez pas tenter le diable avec votre équipe. Vous n'allez pas jouer la première place. Hein, vous allez jouer vos matchs contre les gens qui sont à peu près de votre niveau, et vous allez trouver une stratégie pour faire que ça joue bien. Mais vous n'allez pas tenter la Ligue des Champions, quoi. Voilà. Et après là, pour conclure, il y avait une petite explication, notamment les différents ports de course en Manche sous Louis XIV. Et notamment, on a deux
deux angles, deux réseaux corsaires principaux. On a le réseau corsaire de Granville, Saint-Malo, Brest, qui est le premier axe corsaire, et le deuxième, qui est celui de Dunkerque, Dunkerque à Honfleur, notamment Dunkerque, qui est le plus grand port d'armement après Saint-Malo, quoi. Hop, voilà. Donc après, bon, on passe à la fibristerie, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, si vous voulez en savoir plus un petit peu, c'est un super bible. Pour conclure sur ce bouquin, ce qui est intéressant dedans, c'est que hop, pareil, on a toutes les terminologies de l'histoire pirate, notamment l'histoire pirate, le capitaine de prise, les capres. Donc en mer du Nord, c'est un marin qui s'engage en course sans solde en dehors des prises effectuées. Qu'est-ce qu'on a? Mestrance aujourd'hui, les corps d'officiers de la Mestrance désignent l'encadrement spécialisé des matelots. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc? Raser, utilisé dans le sens de raser comme un ponton, signifie que le navire a perdu tous ses mâts. Donc, effectivement, il est rasé. Et ce qui est intéressant dans celui-là aussi, super intéressant, c'est qu'on a des lexiques de tous les navires. Donc par exemple, un brigantin, donc au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est un navire à deux mâts avec voile carrée, d'une portée de 200 tonneaux. La grand voile aurique ou à corne est aussi dite brigantine. Et on a la caraque, c'est un gros navire de charge portugais de haut bord. Et on a la corvette, c'est le bâtiment de guerre à trois mâts, léger, au gréement important d'une portée de 200 tonneaux. On a la galéasse, qui est un grand bâtiment à rame ou à voile. On a l'Indian Man, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le nom donné au vaisseau de la Compagnie des Indes, susceptible d'être reconverti en vaisseau de guerre. Il y a une coque plus renflée à l'avant et à l'arrière. On a aussi, ce qui est rigolo, c'est le parlementaire, c'est le navire qui transporte des prisonniers pouvant éventuellement être échangés contre ceux de l'ennemi. Donc lui, il portait bien son nom. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le sloop, voilà. On en voit souvent le sloop qui est souvent le navire des pirates notamment, ou des corsaires. Donc navire utilisé pour le cabotage portant un mât vertical avec hunier et grand voile, une voile très posidade ou brugante. Les Anglais nomment sloop of war l'ensemble de leurs petits navires armés en guerre, corvettes, briques et goélettes. Après, biographie, qui est assez dense. Voilà, on voit c'est un ouvrage de référence. Et on a quelques graphiques dans les publications, notamment sur la course et la piraterie. Le XVIIIe siècle, hein. On voit que c'est la période la plus dense sur la course et la piraterie, parce que c'est là où il s'est passé énormément de choses, hein. C'est là où il y a eu l'âge d'or de la piraterie. Donc on sait que il y a eu beaucoup de choses à dire. Alors, les périodes 17e, je suis un peu surpris qu'il n'y a pas autant sur la période d'après, parce que la période d'après, c'est vraiment là où ça juste à poser avec les périodes de piraterie. Différents auteurs qui ont participé du coup à la boucle. Voilà, à la table des matières et des graphes. On a énormément de graphes. Est-ce qu'on a un autre qui était intéressant pour la course? Port de course en Amérique du Nord. Ah si, on a des ports de course aussi en Amérique du Nord, c'était 312. Pour montrer un petit peu. Hop. Les ports de course sous Louis XIV, 205. 205 aussi qui était intéressant. Ce bouquin est vraiment bien, il est vraiment assez complet. On a des cartes, on a des graphiques et tout. Donc c'est ce qu'on a montré. On a vu. Après c'était quoi? Port de course 265. 265 on a. Hop. Les guerres de course britanniques. 65, où est-ce que c'est? Je crois que c'est juste avant là, non? C'est juste après. Là, 65. Voilà, là on a sur pareil la course du coup dans la Méditerranée. Donc on a les grandes villes notamment comme Alger, Tunis, Tripoli et Salé, grandes villes de course. Les arsenaux méditerranéens, on a Toulon en France, Carthagène en Espagne, Cadix, Racuse en Italie, Venise, Naples et Gênes, hein, les deux cités, Gênes et Venise, qui sont vraiment fait la guerre pendant très longtemps pour le contrôle de la Méditerranée. 265, après on a quoi? 299 en Atlantique. 299 en Atlantique. Et pour la version Atlantique, c'est sympa, voilà. Là, par investissement des ports sous Louis XVI,
On voit que Saint-Malo, 37 navires qui ont été investis. Navires corsaires, 18 à Granville, 4 à Bayonne, 4 à Honfleur, 3 à Nantes, 1 à Cherbourg. Voilà, ça montre vraiment l'importance en fait de Saint-Malo dans l'aspect corsaire. Voilà, et pareil, là on a un autre tableau qui est intéressant sur les nombres de prises qui ont été faites par les différentes villes. Donc 335 de prises pour Dunkerque, 104 pour Saint-Malo, deux plus grosses prises. Et alors total en livres, on arrive à 18 millions du coup pour Dunkerque, 5 millions pour Saint-Malo. La valeur moyenne pour Saint-Malo 39 000, la valeur moyenne 18 000 pour Dunkerque, avec un total de 34 millions de prises. Ce qui est quand même assez important, 34 millions ça fait son affaire. Voilà, les ports de course en Atlantique, notamment Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Cibourg, c'est pour ça que les corsaires basques ont été très importants. Et on retrouve Granville, Honfleur, Saint-Malo et Brest dans les différents ports de course. Hop. Et conclure pour l'aspect un petit peu basque, parce qu'encore une fois j'ai vu des basques qui étaient très très présents dans l'aspect de la course. Donc ça c'était intéressant. Donc, encore une fois c'est un petit ouvrage aussi qui est écrit du coup par Caroline Nugat. Caroline Nugat du coup. Alors j'ai un trou sur Caroline Nugat. Parce qu'ils n'ont pas fait derrière, ils n'ont pas mis en. Ils écrivent. Ah, c'est Caroline Nugat. Docteur en droit et enseignante en histoire du droit à la faculté de Bayonne. L'auteur a travaillé et publié ses recherches sur l'histoire du droit maritime, sur les registres de l'amirauté de Bayonne, dans la revue historique dans Itsas Memoria, revue du musée naval de San Sébastien. Elle a publié une trilogie de romans historiques consacrés à la course basque à la fin du XIe siècle. Voilà, donc spécialiste en fait de la course, notamment du Pays basque, et du droit notamment. Donc là on a un ouvrage qui est un peu plus centralisé sur l'aspect droit corsaire. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, elle parle de quelque chose que la course, eh bien, ça vient de la piraterie. Parce que forcément, sans pirate, il n'y a pas de corsaire. Donc tout commence avec la piraterie, sans piraterie, pas de course. Puisqu'elle est la différenciation d'avec sa sœur aînée. Ensuite, il faut attendre que des seigneurs, princes ou rois souverains, et plus tard des États avec peu ou sans force navale, fassent appel à des particuliers pour les soutenir lors de conflits. Distinction fondamentale aura néanmoins bien du mal à s'imposer jusqu'aux protagonistes eux-mêmes. Voilà, parce que souvent, la frontière entre corsaire et pirate est assez floue. Parce qu'il faut remettre en contexte que, notamment la lettre de marque, la lettre de commission, est valable notamment pendant 4 mois, elle peut être renouvelée, mais 4 mois, c'est court. Parce qu'on rappelle, une mission en mer, ça peut durer 2, 3, 4, 6, 8 mois. Donc, souvent, il peut arriver que vous vous retrouviez dans votre navire, avec votre lettre de marque, qui est devenue caduque, parce qu'elle n'a pas été renouvelée par le roi. Et on n'a pas de téléphone, on n'a pas de fax, on n'a pas d'email, on peut pas dire salut Louis, est-ce que tu peux me renouveler ma lettre de marque là, parce qu'elle va arriver à expiration. Bah non, faut que tu reviennes à Paris. Et bon, là, t'es en fin fond de l'Atlantique Nord, bah tu vas pas pouvoir revenir à Paris tout de suite. Donc, il se peut que certaines corsaires deviennent pirates de temps en temps, et du coup, bah, il faut qu'ils trouvent un endroit pour écouler leurs marchandises et ne pas se faire prendre. Ça, c'est peut-être embêtant. Hop, c'était pour la petit truc. Hop, tac. Ah oui, ça c'est rigolo. Donc, on sait que le mot pirate, c'était celui qui vient du grec pirates, qui signifie de base celui qui cherche sa fortune. Après, bien sûr, aujourd'hui, c'est un peu le brigand des mers, c'est l'écumeur des mers, c'est comme il dit pillard, un forbon, etc. Des mers. Mais à la base, c'est comme celui qui cherche fortune. Donc, on a cette domination qui est un petit peu négative du pirate. Après, on a le corsaire, notamment le premier corsaire, en tout cas avéré par la littérature française. Donc, on a Eustache le Moine, considéré comme le premier véritable corsaire sévi sur la Manche pour le compte de Philippe Auguste. Donc, ça remonte un peu. Auquel répondent les Anglais avec le terrible Alain Tranchemer. Les conditions pour que la course naisse alors sont réunies. Le contexte de guerre nationale et la participation de particuliers à leurs risques et périls. Et justement, c'est au début du XIIIe siècle qu'apparaît le mot corsaire, corsario en latin, corsario en italien, qui veut dire courir. Parce qu'on va courir. Pirate, c'est en grec ancien. C'était pirates. Ça vient du grec ancien pirates, celui qui cherche fortune.
Et corsaire, c'est plutôt du latin cursoria ou de l'italien corsario, qui veut dire course. Encore une fois, on va courir après le butin, on va courir après une prise. Et c'est pour ça qu'on appelle ça que les corsaires font la guerre de course. Hop. Alors là, je l'avais noté. J'avais noté pourquoi. Ah oui. Tout navire ayant pris un autre navire sans une lettre officielle de commission ou de marque est donc définitivement rejeté dans l'égalité et réputé pirate. Ainsi, la lettre de Louis XI, au roi Ferdinand d'Aragon et de Sicile du 31 janvier 1475, aborde les questions essentielles du pavillon, du droit à l'indemnité des amis et à la reconnaissance de la légitimité des prises. L'action des corsaires est placée sous l'autorité et la surveillance des officiers de l'amirauté. Tout navire sortant pour la course devra au préalable fournir la caution sous forme de serment et ne pas attaquer les navires amis ou alliés. Dans le cas contraire, le corsaire s'engage à réparer les dommages. Le XVIe siècle consacre donc le début réel de la distinction entre pirate et corsaire. Voilà. Donc c'est seulement à partir de Louis XI qu'on a vraiment une vraie dénomination entre corsaire et pirate. Notamment, il dit juste avant: au Moyen-Âge, les royaumes dépourvus de forces maritimes suffisantes en temps de guerre demandent l'assistance de navires privés, donc les corsaires, ainsi des sauf-conduits. Les États passent à l'octroi de lettres de commission pour courir sur la mer aux ennemis du roi. La lettre de commission se détache totalement de la lettre de marque, où licence de représailles et la course devient une entreprise semi-officielle, où les prises se régleront sur le plan diplomatique. Tout navire ayant pris un autre navire sans une lettre officielle de la commission ou de marque sera donc définitivement rejeté. Voilà. Parce qu'on a souvent retenu la lettre de marque comme le document qui permet en fait à un corsaire d'exercer, alors que si on est plus technique, c'est la lettre de commission. Parce qu'à la base, la lettre de marque est surtout une lettre de représailles qui permet de se faire justice soi-même pour un préjudice qu'on a reçu. Alors, autre passage intéressant, c'était... j'ai noté celui-là. Ah oui, ça c'était intéressant, sur la course, qui, encore une fois, qui était peu utilisée et qui avait commencé à être utilisée. Donc là, c'est vraiment c'est un article sur la fin de la course, parce qu'à un moment donné, la course, aujourd'hui, on n'a plus de corsaires. Officiellement, il n'y a plus de corsaires, hein, ça n'existe plus, en tout cas, plus personne ne se revendique corsaire. Donc, suite au traité de Paris le 13 mars 1856, l'opportunité du maintien de la course est discutée par les vainqueurs de la guerre de Crimée, pouvant engendrer de multiples contestations et souhaitant une législation uniforme. Les plénipotentiaires déclarent le 16 avril 1856, article 1er, la course est et demeure abolie. Parce qu'encore une fois, il y a eu plusieurs éléments, notamment le 30 mai 1792, où on a aboli la course. Mais avec la menace anglaise qui est arrivée, notamment en 1793, on se rappelle, prélude du coup aux guerres napoléoniennes, on a dit on l'a aboli, mais peut-être qu'on va remettre la guerre de course. Ça peut être intéressant parce que la marine royale, la marine républicaine, elle est pas au beau fixe. Donc on va peut-être avoir besoin des privés. Mais à partir de 1856, 16 avril, et là on n'a plus de guerre de course. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a plusieurs pays qui vont pas signer. Notamment, ils nous disent l'Espagne, le Mexique, mais surtout les États-Unis. Les États-Unis ne vont pas signer la guerre de course, et ce qui est rigolo, c'est que ça va se retourner contre eux, parce que durant la guerre de sécession, la course va être utilisée contre les États-Unis. On a essayé la guerre de course à plusieurs reprises de reprendre, mais elle n'a point repris à ce moment-là. Alors ça, c'est un petit peu l'explication sur l'aide de commission, notamment qui légifère sur le rôle d'un corsaire. Aide de commission. Avant toute chose, il est important d'insister sur la différence entre lettre de marque et lettre de commission, car les deux lettres ont souvent été confondues. Confusion entretenue par l'usage du titre lettre de marque, en particulier sous le Premier Empire. Telle lettre de marque délivrée au nom de l'empereur pour l'armement en course, de la gageure, commandée par François d'Hermite, après la rupture de la paix d'Amiens en 1802. À lettre de marque ou de représailles, et nous l'avons vu antérieure à la réglementation de la course. Elle est traitée dans le titre 10 de l'ordonnance de la marine de 1681. Elle obéit à des conditions de délivrance très strictes. Elle implique une idée de représailles pour un fait produit en dehors de toute guerre officielle. Et c'est ça la grande différence. Cette lettre de représailles,
il n'y a pas de cadre de guerre. Alors que la lettre de commission, c'est durant une guerre. Donc il faut un motif jugé juste et raisonnable. Alors là, c'est au petit bonheur de la chance. Hein. Donc un préjudice réel présenté aux autorités compétentes sous la forme d'une plainte, en bonne et due forme. Cette plainte fait l'objet d'une enquête en vue de réparation du préjudice subi. Si le plaignant n'obtient pas satisfaction, il pourra obtenir une lettre de représailles. Elle contiendra l'objet des représailles, leur montant, leur durée, et lui devra éditer la représaille. Et là, on a un exemple, là, la fameuse lettre de marque, lettre de représailles du coup, de la gageur, qui est signée par l'empereur. Et bien, il y a toi, ami des elfes. Alors, moi, j'aime bien les elfes, mais j'ai une petite préférence pour les elfes noirs parce que moi, je suis un pirate. Voilà. Mais toi, tu as ta carte à booster pour maintenir le cap sous le flot de la connaissance. Et tu peux te présenter si tu le souhaites, évidemment. Alors, la course. La course est régie par le titre l'ordonnance 9 de la marine de 1680. La commission est temporaire et toujours révocable. Encore une fois, si le roi il n'est pas satisfait du corsaire, si le corsaire a attaqué un navire d'une autre nationalité que celui pour lequel il a le droit d'attaquer, ou si, je sais pas, il a fait main basse, il n'a pas voulu partager tous ses biens qu'il a récupérés, et ben le roi il fait ciao bonsoir mon gars, tu dégages et tu viens dans l'égalité. Et bien sûr, Canapouille, bienvenue à toi sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. Pareil, tu passes du rang de Mardous et de Moussaillon et tu maintiens le cap sur les flux de la connaissance grâce à ta boussole. Et bien sûr, ta carte, parce qu'on est des vrais pirates, il faut bien sûr une boussole et une carte. Alors, où en étais-je Je me suis perdu. Hop. Donc, une fois reçue, la lettre doit être dûment enregistrée à l'amirauté, la plus proche du lieu d'armement. Sa durée de validité de 4 mois est toujours révocable si la paix intervient durant ce délai. Encore une fois, s'il y a une paix, bien sûr, il n'y a plus de lettre de commission. Parce que c'est la paix, du coup, on n'attaque pas des navires en tant que paix. Sauf si on est pirate. Ou si le roi est mal satisfait. Cas de Dechegaray, à qui il retire le commandement de la frégate Le Florissant de Bayonne en 1697. Délivré pour une mission extraordinaire, c'est-à-dire en dehors du droit commun, la lettre est longue, déclinant toutes les obligations du corsaire qu'il devra respecter sous peine de tomber dans l'illégalité, donc la piraterie. En revanche, le corsaire doit bénéficier de toute lettre possible car toute lettre comporte ces termes. Nous voulons et vous mandons pour que vous affichiez la lettre de commission par tous les lieux de nos pouvoirs et juridictions et quelques endroits que vous le puissiez rencontrer sans souffrir qu'il lui soit fait au corsaire ou donne aucun empêchement, mais au contraire toute faveur, assistance, car tel est notre plaisir. Bon, c'est en ancien français, les amis, je m'excuse pour écrire. Connaissez pas la chaîne, elle parle principalement de l'histoire de la marine, des pirates et bienvenue. Exactement. Ici, on a deux choses. Voilà, hop, putain, je le mets ici. Putain, si je le montre ici, c'est mieux. Putain, je sais même pas. Tac, voilà. Oups. Mince, attends, de ce côté-là plutôt. Putain, c'est inversé, c'est vrai. C'est notre navire, c'est le Vasa. Notre navire emblématique. Tu vois, hop, punaise. Un navire emblématique de la chaîne. Qui est le Vasa, qui est un navire suédois, ancien navire amiral qui a navigué pendant l'incroyable période de 30 minutes, avant de sombrer Corsiam, qui était le plus gros navire de son époque. Il y a un musée à Stockholm que j'ai pu avoir la chance de visiter, qui est totalement dédié à ce navire, qui est notre emblème de la chaîne. Et là, on a moi. Voilà, ça c'est moi. Voilà, hop, c'est mon petit bonhomme, c'est moi, c'est le Flo. Regarde, c'est moi, c'est en tant que capitaine pirate. Voilà. Et derrière, il y a même le logo de la chaîne. Oh. Bon, on voit pas très bien, mais... Touk, voilà. Navire gazier, je garde cette chaîne en vue. Eh ben, avec plaisir. Et du coup, voilà, suivre rapidement, moi je suis historien, politologue, ce serait un peu galvaudé. En tout cas, historien, c'est déjà pas mal. Passionné d'histoire pirate, d'histoire navale. Et du coup, comme j'ai dit, j'ai pas mal de bouquins sur l'histoire corsaire. Voilà, je m'informe. Et du coup, on s'appelle le flot de l'histoire parce qu'on navigue sur les flots de la connaissance. Et on est surtout dédié à l'histoire maritime, pirate, et aussi de comprendre l'actualité sous le prisme de l'histoire. Donc voilà, et on fait l'histoire maritime à travers l'histoire évidemment, mais aussi à travers la fiction. Pour parler un peu d'une heure de fiction, par exemple, le week-end, souvent, je vais jouer à des jeux historiques, ou moins, où il y a un peu de piraterie, tant et si mal que soit, pour expliquer aussi la piraterie à travers les univers de fiction. Voilà. Oui, voilà. Donc, si t'aimes l'histoire, t'aimes bien prendre des trucs dans la joie, la bonne humeur, eh ben, tu es le bienvenu. Voilà. Voilà, je sais plus. Donc, voilà, c'est ça. On fait d'autres trucs des fois. Et là aujourd'hui, et du coup depuis 2026, là, j'ai repris live la semaine dernière. Ça fait longtemps, ça fait 6 mois que j'avais pas stream. Et j'essaie de remettre le cap
sur l'histoire maritime. Donc il y aura beaucoup de choses. Ah non, mais tu peux. Ici, on a fait des lives à tiroir. Tu viens de me découvrir, mais moi, je pars sur des sujets, après, on part sur d'autres sujets. J'ai fait plein de podcasts live, j'ai fait plein de libre antenne aussi, où j'ai parlé aux viewers et on parlait de tout et n'importe quoi. C'était vraiment très très drôle. Et puis quelques visites guidées de lieux historiques et sous. Là, j'ai relancé la newsletter justement un peu pour faire des trucs. Puis peut-être que cette année, si je trouve, je relancerai les partenariats pour faire des visites, des lives. Là, il y a comment ça s'appelle une exposition là au musée, un musée d'histoire là que je vais peut-être voir si je peux la faire en live, que je peux faire un petit live IRL au musée. Il y a une expo d'histoire là qui est pas loin de chez moi, enfin pas loin, c'est à 1 heure. À 1 heure, un peu plus d'1 heure de chez moi, je crois, que j'ai vu qui m'intéresse un peu. Je vais peut-être y aller, je vais peut-être faire un live IRL là-bas. Faut que je check les possibilités. Voilà, parce que de temps en temps aussi, quand je trouve des trucs sympas à vous faire découvrir, je fais des live IRL. Le dernier qu'on a fait, c'était à Blois pour le festival. C'était quoi? Festival d'histoire et les Game Jam Histoire. C'est la création des jeux historiques. Voilà. Bref. Voilà. Et voilà, j'aime beaucoup parler. C'est pour ça que je fais du streaming. Hein. Si on n'aime pas parler et qu'on fait du streaming, il y a un problème. Et on partage des trucs qui nous passionnent. Et moi, je suis passionné par l'histoire maritime. Alors du coup, j'aime bien partager tout ça. C'était ça, l'autorité. Ouais, ça, on avait fait. Tac. Alors, je vais passer à truc d'après. Je vois le temps qui passe. Je n'ai même pas le temps de faire mes 3 sujets comme d'hab. C'est pas grave. Ah oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, j'expliquais. Si on revient à nos moutons un petit peu. Voilà. En mer, pour que les ennemis reconnaissent avoir été pris de bonne guerre, donc par un corsaire, les règles de la course sont tout aussi précises et rigoureuses. Le navire corsaire doit d'abord arborer les pavillons et enseignes pour être aisément identifié. À la base, voilà, il faut mettre le drapeau de son pays. Parce que les Anglais savent qu'ils sont en guerre contre les Français savent qu'ils sont en guerre contre les Anglais, donc les Anglais doivent avoir un drapeau anglais, les Français un drapeau français. Comme ça, on sait que si un navire qui a le drapeau d'une nation qui est en guerre, c'est possiblement un corsaire. Voilà. Mais des fois, ils mettent pas le bon drapeau. Alors, anecdote très rigolote, j'ai plus le navire en tête, mais il y a un corsaire français qui, pour approcher le navire anglais, met un drapeau anglais. Du coup, il veut approcher un navire anglais, sauf que il y a des navires français qui le voient, le navire français, qui a un drapeau anglais. Donc les Français croient que le navire français est un anglais. Donc c'est des corsaires français qui vont tirer sur un navire français qui croit anglais. Voilà. Et parmi des trucs comme ça, parce qu'encore une fois, on n'a pas les radars, on n'a pas Internet, on n'a pas tout ça. Donc si on voit un drapeau ennemi, on se dit tiens, c'est un ennemi, donc on va lui tirer dessus. Ce qui est logique. Donc ça peut créer quelques situations un peu ubuesques comme celle-ci. Donc les pavillons et enseignes doivent être aisément identifiés. Louis XIV constate que l'obligation d'arborer le pavillon avant de tirer le coup de semonce n'est pas toujours respectée. C'est bizarre, hein. C'est quand même étrange que les gens ne vont pas mettre le drapeau de leur pays pour poursuivre un ennemi. Et c'est très étrange. Il doit rappeler ses corsaires à l'ordre. Certains corsaires abordent même le pavillon ennemi pour mieux approcher leur prise. C'est vraiment étonnant. Étonnant. Lorsqu'un bâtiment est en vue, le corsaire doit s'assurer de sa nationalité. S'il n'aborde pas ses couleurs, le corsaire doit l'y obliger, car tout navire qui refuserait d'amener ses couleurs sera réputé comme ennemi ou pirate. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on peut faire ce qu'on veut. Et bienvenue à toi, l'ami Paulette, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Tu passes aussi du Rande-Mardou, c'est une moussaillon, tu as tes cartes à pousser pour mettre le cap sur les flots de la connaissance. J'invite à te présenter évidemment aussi comme les autres, si vous le souhaitez. Pour ce faire, le corsaire tire un ou plusieurs coups de semonce avec un canon chargé à blanc. Oui, pas déconner non plus, on n'est pas là pour attaquer l'ennemi. Alors, comment on fait si on va un peu plus loin dans l'explication, à ce stade, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Le bâtiment peut mettre en panne, donc il s'arrête, amener les voiles et montrer les papiers justifiant son voyage, pour montrer qu'il est en règle et que du coup c'est pas un pirate, c'est pas un corsaire. S'ils sont en règle, le corsaire va être obligé de laisser librement repartir. Le bâtiment, quoique ennemi, peut également mettre en panne et se rendre sans combattre si le corsaire est de force supérieure, évitant ainsi des pertes humaines et matérielles. Ce qui est quand même la base. Parce qu'encore une fois, de vous à moi, si un navire ennemi qui arrive qui est de force supérieure,
j'ai aucune envie de tenter ma chance et de me battre. Surtout pour des biens qui ne m'appartiennent pas. Voilà. Je vois pas, c'est pas trop l'intérêt. En revanche, si le navire résiste ou tente de fuir, la course s'engage. Donc le fameux corsaire. Elle doit être la plus rapide et la plus silencieuse possible. Bah oui, parce que si vous tirez à tout va, il y a peut-être d'autres navires autour qui vont arriver. Et là, il peut se passer plusieurs choses. La canonnade pouvant attirer des navires. Bon, ennemis. Donc ça peut être un problème. Si des ennemis viennent, du coup, ils vont dire « Ok, on a un ennemi qui arrive, du coup, peut-être qu'on va peut-être se barrer tout de suite parce que ça peut devenir problématique. » Dans ce cas, la position du corsaire deviendra périlleuse, voire désespérée, risquant au mieux la capture, au pire d'être coulé. À l'inverse, la canonnade peut attirer plusieurs corsaires amis. Et là, c'est pas forcément sympa, c'est pas forcément la meilleure idée pour un corsaire, parce qu'encore une fois, il y a des règles, et donc, si d'autres corsaires arrivent, va falloir partager les gains. Et oui. Donc, en ce cas, la société où l'accord du ou des vaisseaux déjà engagés dans la course doit être demandé. Donc, par exemple, pour la participation à la prise par la prise, donc un navire corsaire qui arrive qui dit « Ok, il y a un navire, moi aussi j'ai une lettre de marque contre lui, donc moi aussi je veux participer. » Donc il va hisser un drapeau rouge. Et du coup, le navire corsaire qui est déjà en combat doit aussi hisser un drapeau rouge pour dire « Ok gars, tu peux venir avec moi et on va partager les gains. » Et il peut aussi dire « Drapeau blanc, non c'est que tout pour moi, tu dégages. J'étais le premier arrivé, premier servi. » Donc un même pavillon rouge en réponse traduit l'accord, un pavillon blanc indique le refus. L'affirmative entraîne le partage des gains, si la prise est effectuée. Parfois l'accord peut être décidé avant le départ ou avant le repérage de la prise. Ainsi du Crabron, avec la Basquaise et le Sopit, avec la Victoire, prennent de compagnie et de société en 1845 la Saint-Antoine de Londres. Voilà, mais après ça peut créer des problèmes parce que les gens ne veulent pas forcément partager les gains. Ok, alors ça c'était pour le partage des gains. Tac. Bon, ça c'est les équipages d'abordage. J'avais un autre truc que j'avais noté. Ah, voilà. Donc, la course. Pour résumer, cette dernière partie, je pense que j'avais noté. Je pense qu'après, j'avais pas noté d'autres trucs. Non. La course est le plus souvent un succès. Dès que le navire est pris, tous les papiers concernant la propriété du navire et des marchandises doivent être saisis et mis dans un sac scellé à condition que l'équipage n'ait pas fui et jeté les papiers à la mer. Ce qui peut arriver parce que, encore une fois, vous êtes corsaire. Donc, il faut prouver que le navire que vous avez attaqué appartient bien à l'ennemi et que vous l'avez pris dans les conditions qui sont réglementées par votre lettre de marque. C'est vraiment très compliqué. Et s'il n'y a pas les papiers du navire, on ne peut pas s'assurer que c'est un navire ennemi. Et c'est là où ça peut être compliqué. Et du coup, il peut s'arriver que du coup, si on n'a pas les papiers du navire, le corsaire est obligé de laisser repartir les occupants. Parce que ça se trouve, c'est un bâtiment anglais, ça se trouve, c'est un bâtiment néerlandais, ça se trouve, c'est un bâtiment suédois. Qui sait? On peut pas, s'il n'y a pas de papier. Et on n'a pas l'identification numérique comme on peut avoir aujourd'hui. Ensuite, l'écrivain, donc le fameux écrivain qu'on a vu tout à l'heure, qui est censé être l'homme d'État qui valide en fait les gains, fait l'inventaire minutieux de tous les coffres, armoires et marchandises appose des scellés, donc notamment pour un tiers du roi, et les écoutilles sont fermées. Si le navire pris est trop endommagé, les corsaires transfèrent les prisonniers et tout ce qui peut avoir de la valeur, en plus des marchandises sur leur navire. Le navire pris est brûlé ou coulé. Bon, c'est pas ce qu'on veut, hein, clairement, parce qu'un navire ça coûte cher et ça peut être plus intéressant de le ramener pour l'échanger. Sinon, les prisonniers sont conduits sur le preneur et une partie de l'équipage du corsaire se rend sur la prise qui est mise en remorque. Ou bien le corsaire peut poursuivre sa campagne de course, le capitaine confiant le retour de la prise à l'un de ses officiers. Voilà. La prise faite, il faut avant tout éviter le pillage. L'article 20 sur la prise de l'ordonnance de 1681, repris le 2 primal en 11, ne mâche pas ces mots. Défendons de faire aucune ouverture de coffre, ballots, pics, sacs pics, barriques, tonneaux et armoires, de transporter ni de vendre aucune marchandise ou de la prise à toute personne d'en acheter ou de recevoir jusqu'à ce que la prise est estée, jugée ou qu'elle ait été ordonnée. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc le pillage a des répercussions sur toutes les parties prenantes en diminuant le profit des prises, donc le montant des parts des prises. Cela peut atteindre directement le roi, s'il a prêté le navire. L'amiral s'en trouve aussi lésé sur le calcul de son dixième, sur les prises ainsi que les armateurs. Donc c'est très réglementé l'aspect d'être corsaire. Voilà. Bon, pour conclure, être corsaire, c'est une expérience qui est découlée de la piraterie, qui a eu un énorme essor entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui a permis notamment aux marines royales de combattre les marines ennemies et de faire la fortune
de quelques-uns des plus connus, comme Jean Bart, du Guestroin, Surcouf, pour leur propre compte, et aussi pour le compte du roi, qui ont pu, du coup, assainir leurs finances grâce à ces corsaires à moins de frais. Mais qui aujourd'hui est quelque chose qui a, heureusement, malheureusement, en tout cas disparu du fait des nouvelles conditions, parce que, comme la piraterie, les gens se sont rendus compte que c'était un grand préjudice au commerce international, et notamment aux États. Alors, sans transition aucune, il faut qu'on passe à l'article du jour. Où est-ce que je l'ai mis ? Où est-ce que j'ai mis l'article du jour qu'il faut qu'on voit ? Hop, tac. Pour qu'on avance un petit peu. Voilà, le Britannique, article du Britannique. On a parlé tout à l'heure avec la fameuse personne qui a réussi à être à la fois sur le Titanic et le Britannique, à faire les deux naufrages et à survivre. C'est quand même assez fou quand on y pense. Hein. Donc, le jumeau Titanic enfin localisé. Moins célèbre que son frère le Britannique, moins que son frère, donc son frère le Titanic, le Britannique a pourtant connu lui aussi un sort tragique, en heurtant une mine en mer Égée. C'est quand même pas bol, en 1916. L'épave du paquebot a été localisée et explorée. Comme on l'a dit, le Britannique était un navire hôpital à l'époque. Donc c'est un peu embêtant qu'il heurte une mine. Pour la première fois, l'épave du Britannique, paquebot jumeau du Titanic, coulé par les Allemands en 1916 dans les eaux de la mer Égée, a été fouillé et les objets préservés à l'intérieur ont pu être récupérés. C'est quand même assez stylé. Pardon. Le Britannic avait été construit sur le même chantier naval, Harland et Wolff, que celui du Titanic, juste après le naufrage de celui-ci en 1912. Il s'agissait d'une version améliorée, mais le paquebot de luxe a très vite été réquisitionné par la Royal Navy. Bah oui, parce que 1912, on se rappelle que 2 ans plus tard, il y a eu la Première Guerre mondiale qui s'est déclarée, et que les bateaux privés ont été réquisitionnés pour l'effort de guerre. Donc il n'a pas eu une carrière très très longue en tant que paquebot. Donc 1912 il est construit, 1916 il est coulé, il a duré 4 ans. C'est pas fou. Mais le paquebot de luxe a très vite été réquisitionné par la Royal Navy et transformé en navire hôpital durant la Première Guerre mondiale. La Royal Navy c'est l'armée britannique, la marine britannique, afin de soigner des soldats britanniques blessés dans les Balkans ou du Moyen-Orient. En novembre 1916, le Britannique a heurté une mine près de l'île grecque de Kea et a coulé en moins de 1 heure. Ouais, généralement les mines ça fait pas du bien, provoquant la mort de 30 personnes sur les 1065 passagers. En vrai on se rend compte que le ratio par rapport au Titanic est quand même bien meilleur. Donc c'est là qu'on dit qu'ils ont fait beaucoup d'améliorations quand même pour sauver les gens. Ça s'est quand même mieux passé. Hein. Il a fait beaucoup de temps pour localiser l'épave, finalement découverte par le célèbre commandant Cousteau en 1975. Le navire gisait à plus de 120 mètres de profondeur, ce qui impliquait un coût élevé des techniques performantes pour organiser les fouilles. La première expédition a pu être montée en mai 2025. On se rend compte qu'on le découvre en 1975 et seulement en 2025 on peut le fouiller. Parce que 120 mètres de profondeur, avec notamment la pression, eh ben c'est très très compliqué d'y aller. Hein, on le voit encore aujourd'hui. Les profondeurs, encore une fois, si on fait un rapport, on connaît moins les profondeurs sous-marines que la Lune. On a moins exploré les profondeurs sous-marines que la Lune. C'est quand même assez fou pour une planète qui est dite la planète bleue. Des fouilles difficiles. Dans le cadre d'un programme de recherche mené par l'historien britannique Simon Mills et le service grec des antiquités sous-marins, 11 plongeurs professionnels ont participé à la fouille de l'épave dans des conditions difficiles, avec de forts courants et une faible visibilité. Parmi les objets récupérés, le ministère grec de la Culture signale la cloche d'alerte du navire, c'est cool, la lampe de signalisation, des carreaux de céramique provenant de la décoration d'un hammam, ou encore une paire de jumelles. Ah, les fameuses jumelles qui ont manqué sur le Titanic, elles étaient là en fait. Elles étaient sur le Britannique. Parce que la petite anecdote là, pour ceux qui ont pas, un des faits qui pour le Titanic, pour le fait qu'il a coulé, c'est qu'on n'avait pas la clé du local de la jumelle. Parce que l'officier qui était responsable avait été renvoyé juste avant le départ, et du coup, il n'avait pas remis la clé. Voilà, cette anecdote sur le Titanic. Donc là, on les a trouvés, c'était sur Britannique, et finalement les jumelles. De nombreux objets ont pu être remontés, trop détériorés ou disparus, comme la radio du navire. Une seconde expédition devrait être organisée dans les mois à venir. Les objets récupérés dans l'épave feront partie d'une exposition permanente dans le nouveau musée des antiquités sous-marines en construction près du port d'Athènes. Oh, ça c'est stylé. Voilà, une autre raison d'aller à Athènes, c'est qu'on va voir des restes du Britannique, du coup. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, je crois que c'était tout. Ouais, c'était tout. C'était tout pour cet article. Alors, hop. Eh ben, très bien, Britannique. Alors, je pense qu'on aura le temps de commencer l'autre.
Comment je fais moi? Il faut que je retrouve la bonne page. Je crois que la page, c'était tout à la fin. Le sujet que je voulais faire, hop. Alors, il est où notre navire là? Notre petit bateau? Il est où notre petit bateau? Petit bateau? Où es-tu, petit bateau? Petit bateau. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, les petits bateaux. Petit bateau. Mon petit bateau. Retrouvé. Ouais, je sais, je crois que c'est page 80 et quelques, quand je l'ai lu. Quand je l'ai regardé, je crois que c'était 80 et quelques. Ah, voilà. Voilà, quelque chose d'intéressant. Voilà, l'épave du Beltingwoon. Si ça, on n'est pas bien. Voilà, l'épave du Beltingwoon. Grand navire. Le navire chinois qui nous apprend beaucoup de choses sur le commerce dans la zone indonésienne. Épave du Beltingwoon. Le trait d'union entre Canton et Bagdad. Voilà comment, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les épaves sous-marines nous apprennent énormément beaucoup sur les commerces entre les différents États. Et c'est une énorme richesse pour les archéologues, historiens, pour voir un petit peu quelles étaient les gens, quel type de marchandises étaient, quelles étaient les connexions qui existaient entre les différents États. Voilà. Et chaque épave, on va dire, c'est triste parce que j'ai en coulé à la base, est une grande richesse pour nous. C'est un petit peu la balance. C'est triste que les gens ont coulé et que du coup il arrivait des pépins maritimes, mais c'est une chance pour nous pour savoir comment ils vivaient à l'époque, comment ça se passait sur un navire. Et par exemple le Vasa, qui est un peu le navire phare que je remets, qui est ici, un petit Vasa là, hop, petit Vasa, très sympathique, qui est le navire emblématique de la chaîne. Ce qui est cool, c'est qu'il a coulé dans les eaux peu profondes et extrêmement froides de Stockholm, et qu'il est extrêmement bien conservé. Donc grâce à ça, on a énormément d'informations pour savoir comment vivaient les personnes à Stockholm au début du XVIIe siècle. Voilà. C'est triste, mais on a vraiment énormément d'éléments, en tout cas avec notamment les cadavres des personnes, pour voir un petit peu quel est le type de personnes qui habitaient, les ustensiles, le navire maritime, les habits, les éléments maritimes, etc. La version chinoise de ce navire arabe, découvert en 1998 en Indonésie, confirme le caractère mondial du commerce du IXe siècle. Et c'est ça qui est assez intéressant. Sur la petite île indonésienne de Belitung, beaucoup d'habitants vivent de la pêche au concombre de mer, un cousin de l'oursin très apprécié des gastronomies asiatiques. C'est en sondant les fonds marins à la recherche de cet invertébré qu'un couple de plongeurs a découvert ce qui se trouve être l'épave du Belitung, au large de la côte de Sumatra, la plus longue île de l'archipel indonésien. À quelques encablures du port de Tanjung, Pandam, dans des eaux peu fréquentées par les navires marchands, qui en craignent les nombreux récifs, immergé, le regard des plongeurs se posa en effet sur un énigmatique monticule où affleuraient des céramiques recouvertes de coraux qui ne tardèrent pas à revendre sur le marché clandestin. Ça, c'est un peu rip. Cette piste permit aux autorités indonésiennes de localiser l'épave. Il s'agit d'un navire chargé de somptueuses marchandises chinoises qui avait fait naufrage en tentant de se frayer un chemin à travers l'archipel. Lancé en septembre 1958 par l'entreprise néo-zélandaise Seabird Exploration, les fouilles du site de l'extraction des objets furent interrompues d'octobre à avril en raison des moussons. Ah oui, les moussons, c'est un peu embêtant. Sous la direction de l'archéologue Michael Flecker par l'entreprise Maritime Exploration. Céramique chinoise. Scellée par des dépôts limoneux, la plupart des éléments en bois avaient été préservés des graines de sable qu'ils auraient usées au gré des courants marins. Les organismes xylophages qu'ils auraient rongés en présence d'oxygène. L'épave avait néanmoins été envahie par les coraux qui en travaillent alors accès à 70%. Ah oui, ça fait un peu beaucoup. Et de sa structure est saccagée par les pilleurs qui en avaient divisé 30% restants. Ouais, il y a 70% qui est embêté qui est entravé par les coraux, 30% qui a été pillé. Ça reste pas beaucoup, si on est un peu bon en maths. La découverte de cette mystérieuse embarcation suscita de nombreuses interrogations. Que transportait-elle? Ce qui nous intéresse le plus. Quand et où avait-elle navigué? Et qui l'avait construite? Les archéologues commencèrent par estimer sa cargaison à 70 000 céramiques chinoises, forcément composées. Jouet du Muscat, financé par le gouvernement d'Oman, une réplique du navire englouti avec ses 2 mâts à voile carré. Ah, attention, mais sur 2 pages.
Comment on fait déjà? Si, mais comme ça. Ah, bah voilà. Et là, on a la réplique. Le jeu de Musca. Une réplique est une réplique du navire englouti avec ses 2 mâts aux voiles carrés et son avion de niveau de la poupe. Ah, c'est stylé. Ah oui. Ouais, c'est vraiment des navires assez fragiles, on va dire. Effectivement, pour traverser les récifs, c'est pas idéal. Ok. Alors, on a une petite infographie là, du coup. Au large de l'île de Sumatra. 826-150 navires arabes qui suivent la route maritime de la soie s'échouent au large de l'île de Sumatra. 98 de pêcheurs découvrent l'épave. 2004, Singapour acquiert le trésor de l'épave et expose au musée des civilisations asiatiques. 2009, le gouvernement d'Oman reconstitue le navire après les résultats des fouilles archéologiques. Putain, c'est stylé. C'est incroyablement stylé quand même. Ils ont refait le navire grâce aux résultats archéologiques. Et ça, c'est cool parce que, encore une fois, les épaves sont vraiment une source inédite. Et là, grâce à l'épave, on peut savoir quel type de navire, à quoi il ressemblait. Un navire qui a navigué quand même au 9e siècle. C'est assez dingue. Et on se rend compte qu'on a un navire quand même arabe qui se retrouve entre l'île de Sumatra et l'île de Java, quoi. Donc ça prouve qu'il y a des échanges entre la péninsule arabique, les barbaresques, et la péninsule asiatique. Et ça, c'est quand même une énorme source d'information pour nous. Donc c'est composé de bols Changsha, nommé ainsi d'après la capitale de la province de Hunan, où se trouvaient les fours dont étaient sortis ainsi que des céramiques aspergées de verre provenant de Yue, de la province de Zhejiang, des assiettes à décor bleu et blanc de Gongcha, dans la province de Henan, des vases débordant de badiane, Ilicium anisatum, arbuste qui produit un genre d'anis, et les effets personnels de l'équipage. Digne d'un véritable trésor, cette incroyable cargaison renfermait également des objets en or et en argent, des pièces de monnaie, des miroirs en bronze, quelques récipients en fer forgé et des lingots de plomb qui servaient probablement à lester le navire au cours de sa traversée. L'époque du naufrage peut être établie grâce à la technique du datation au carbone 14. Pardon. Alors, un fragile chargement orné de poissons, de fleurs et de symboles religieux, de même de poèmes, de céramique qui composaient la cargaison, ayant pu échapper au pillage, étaient soigneusement disposés dans de grandes jarres en grès, comme le montre la photographie. Ah ouais, c'est stylé. Putain, elles sont quand même bien conservées quand même. Hein. Franchement, c'est pas mal. Elles sont quasiment intactes. C'est dingue. Franchement, c'est assez fou. Alors, les quoi? Ouf, attends. On va finir la phrase. Et on va revenir après. Donc les archéologues ont ainsi pu déterminer que le navire aurait sillonné les mers entre 670 et 890. Sa cargaison aurait quant à elle été produite en 826, année inscrite sur un des bols, qui correspondrait par ailleurs au type d'ouvrage manufacturé dans les fours de Yue vers le deuxième quart du 9e siècle, d'après le registre de Kral, la présidente de la Société des céramiques orientales de Londres, Oriental Ceramic Society. Mais c'est une dinguerie quand même qu'ils arrivent à savoir ça. C'est une dinguerie, hein. Et là, on a le chemin possible du navire. Wow, c'est une dinguerie. Les routes principales de la soie à Irak. C'était quand même des périples assez fous, quoi. Car il nous dit de la Chine à l'Arabie par la mer. Les marchandises chinoises auraient été chargées dans des ports de Guangzhou, Canton, donc ici, point névralgique des échanges commerciaux entre la Chine et le monde arabe. Puis les navires auraient mis le cap sur le port de Bassora, Tahiri, Siraf ou Souar dans le golfe Persique, probablement à la faveur des vents d'hiver soufflant vers l'ouest à partir d'octobre, pendant la saison des moussons. Aurait ensuite fait naufrage pendant une halte en Indonésie avant même d'avoir pénétré dans l'océan Indien. Ah oui, on a son chemin du coup aller, hop, et son chemin retour, là il serait passé. La voie principale, sens du vent, avec le sens du vent en hiver et en été. Ah oui. Il serait parti en été, du coup, tac, et après il serait revenu en hiver. Bien vu, probable itinéraire du navire, ouais. De Guangzhou, il serait parti. Le fou. Encore une fois, c'est quand même des suppositions. Hein. Là, il nous dit quoi? La route de la soie était dominée par des poutres du Proche-Orient, comme sur l'enluminure ci-dessous, ouais. Échelle variable du fait de la perspective, distance Cambay-Quilon, 1600 km. Fin de Basta, ok. Alors,
Aviron. Putain, on a environ la topographie du navire. L'équipage d'une vingtaine de marins, principalement arabes, indiens et malaisiens, était probablement placé sous le commandement d'un capitaine, d'un pilote d'origine arabe ou perse, qui ne naviguait pas encore à la boussole, mais s'orientait en fonction du soleil et des étoiles. Putain, c'était des monstres. Hein. Aujourd'hui, qui sait s'orienter à la boussole en fonction des étoiles et du soleil hein. Un marchand chinois se trouvait peut-être à bord du navire, à en croire les objets retrouvés dans l'épave. On a 2 mâts à voile carré, qu'on distingue bien ici, hein, clairement. On a des rames au cas où, parce qu'encore une fois, à l'époque, les navires ils sont un peu aux deux parce que le vent est pas ouf et on n'a pas des voilures qui sont suffisantes. Le point amovible, l'aviron de gouverne, donc pour diriger le navire, les barreaux apparents en teck d'Inde, la membrure, le carlingue, la quille, le grappin ancre, 4 barres en fer forgé, les jarres de grès contenant les bols enveloppés dans de la paille et du riz, donc le riz qui servait à la conservation, hein, lingots de plomb de l'Est et monnaie d'échange sur 18 lingots d'argent, renfort en fibre d'hibiscus indonésien, coque en Aphesia africana, un boutre, le navire englouti à Biltung rappelle les boutres, embarcations arabes typiques du golfe Persique avec ses planches et barreaux cousus et non cloués. Putain, c'est fou, c'est de la couture. C'est des navires qui sont coups. C'est impressionnant quand même. Tu sais que les gars naviguaient avec ça, ils avaient pas peur. Hein. Avec ses planches et barreaux cousus et non cloués, les uns aux autres, bien que leur soie soit antérieure avec ses voiles carrées et non triangulaires plus récentes. Ok, super. Franchement, c'est impressionnant que les gars ont réussi à retranscrire tout ça, quoi. Moi, je suis impressionné. Un luxe chinois apprécié en Arabie. Ah bah oui. Donc on a les fameuses assiettes qu'on a vues, hein. On les a vues là, les assiettes, hein. Tac. Là, ici, on voit très bien que ce sont les mêmes types d'assiettes. Le navire transporte une grande variété d'articles raffinés qui avaient été fabriqués en Chine spécifiquement pour l'exportation. Cette céramique au décor blanc et bleu est la plus ancienne retrouvée intacte et elle a été produite dans les fours de Gongshan. Cette coupe octonale ornée de danseurs et de musiciens, bracelet aux motifs fleuris, miroir du 21 cm de diamètre orné de motifs cosmologiques, ah effectivement, ici, flasque de 38 cm en haut, en argent et partiellement plaqué d'or, jarre de 104 cm de haut fermé par un bouchon en portant une tête de dragon et provenant des fours de Gongshan. Putain, mais c'est dingue comme ça, c'est bien préservé quand même. Hein. Je suis impressionné. Hein. Alors, l'origine du navire a été plus difficile à établir. Parmi les caractéristiques identifiées par les archéologues figurait une quille de 16 mètres de long renforcée par une carlingue, mais surtout des trous percés tous les 5 à 6 cm sur les planches qui soutenaient le pont dans le sens de la longueur, la virure. Accompagné de traces de scie, il s'agissait d'un vaisseau caractéristique des traditions navales indiennes ou arabes du Moyen-Âge. Un voilier à coque tissée, dont les virures étaient assemblées au moyen de cordages. D'après Tom Vosmer, spécialiste en archéologie navale à l'Université d'Australie-Occidentale, l'encre de l'épave réservait une surprise de taille aux archéologues. Au lieu d'être taillée dans de la pierre ou du bois, comme celles des embarcations indo-arabes, elle semblait plutôt correspondre aux descriptions des encres chinoises à Lanjar, à Al-Siniya, avec son grappin en fer forgé, un matériau dont seule la Chine avait percé le secret au Moyen-Âge. Ça, c'est rigolo, ça. Donc, tu as un navire de fabrication indo-arabe qui se retrouve avec une encre chinoise. C'est assez déconcertant. Bois exotique. Déconcertés par ce croisement d'influences africaines, asiatiques, les chercheurs parvinrent à retracer l'histoire du navire en analysant le bois et les autres matériaux retrouvés dans sa composition. L'embarcation a été construite sur des chantiers navals d'Oman ou du Yémen qui devaient importer du beau bois d'Inde comme le palissandre d'Albergia latifolia et le Tectona grandis utilisé pour le barreau et d'Afrique comme le doucier Afzelia africana. C'est pour la coque et le roseau pour l'encre, l'Afzelia bipendis pour la carlingue. D'après l'archéologue israélienne Nili Lipschitz, ce n'est qu'au cours de son périple que le navire aurait sillonné les eaux d'Asie, où sa virure aurait été recousue de fibres d'hibiscus, et ses joints refaits ou encore de kajeput, Melaleuca kajuputi, deux matériaux provenant d'Indonésie. Donc le bateau aurait été reconstitué au fur et à mesure parce qu'il y aurait eu des avaries. Intéressant. C'est quand même fort probable. Hein. L'épave du Billington constitue une preuve archéologue édifiante des liens commerciaux tissés entre deux puissantes économies du monde, le monde arabe et la dynastie abbasside,
de l'Empire chinois de la dynastie Tang, relié par l'équivalent maritime de la route de la soie, chargé d'innombrables marchandises expressément produites par la Chine pour être vendues au Proche-Orient. Ce navire fut vraisemblablement englouti avant de pouvoir rejoindre l'océan Indien par les détroit de Malacca, allant piégé par des dédales de roches et de récifs immergés. Encore une fois, le détroit de Malacca, c'est un des plus dangereux aussi. Comme le bateau Hitman, la Roche Noire, à quelques centaines de mètres du naufrage alors qu'il effectuait une pause technique dans le mer de Java. L'épave de Belitung a été acquis en 2004 par le gouvernement de Singapour et 2 fondations privées pour être exposées au musée des civilisations asiatiques de ce pays. Mais c'est d'une richesse incroyable. Franchement, ce genre de navire, wow, je crois que c'est terminé. Ouais, c'est fou quand on y pense. On se rend, cette découverte, elle a une portée historique qui est assez massive parce qu'elle prouve en fait les échanges entre l'Inde, le sultanat d'Oman et la Chine. Parce que rien que le navire, il a différentes parties qui mixent les différentes influences technologiques des personnes. Si ça se trouve, sur son chemin à aller, le navire, il a eu un problème avec son encre, donc on lui a rajouté, il a rajouté en fait une encre de confection chinoise, quoi. Franchement, c'est d'une richesse folle. Rien que pour ça, le musée doit en valoir le coup, quoi. Le musée doit vraiment en valoir le coup. Et en plus, on est pile poil à l'heure, quoi. Ah, c'est bon ça. On est pile poil à les 18h, les amis. Oh là, on a bien fait. Bah, j'espère que ça vous a plu un petit peu. Qu'est-ce que ça vous a plu? Est-ce que on se retrouve en tout cas jeudi pour le petit react? Est-ce que merci pour les nouveaux follow d'ailleurs, les amis. Est-ce qu'on a quelqu'un à raid? Tiens, parce que moi j'ai dit qu'on s'arrêtait vers 18h. Je vois si j'ai un copain, si des gens à suggérer. Dites-moi, sinon je vais regarder vite fait. Qu'est-ce que c'est, copains qui font des trucs? J'ai pas vraiment de copains, j'ai quelques personnes qui sont là. Ah, si j'ai un copain qui est là. Ah, j'ai 2-3 copains qui font des trucs. Oh tiens, il y a des trucs cool. Allez, je vous envoie chez... Oh tiens, vous aimez bien la culture? On va aller sur arrêt sur image, tiens, hop. Tac, arrêt sur image. Clap de fin pour la Fondation de France 3. Hop, tiens, voilà. On fait ça. On vous envoie sur arrêt sur image. Ils font de l'actu aussi, c'est cool aussi. En tout cas, merci pour les follow, merci du coup à l'ami Paulette, à Canapouille, ami des elfes, Emlor pour le follow. J'espère que ça va plu, les amis. Donc je vous souhaite que les vents soient favorables. Une petite musique de fin, parce qu'on a bien une petite musique de fin. Allez hop. Petite musique de fin. Et je vous dis bien sûr à jeudi 16h. N'hésitez pas à venir sur... hop, attendez. Qu'est-ce qu'on met avant de partir? Avant de partir, petit message. À nous rejoindre sur les réseaux sociaux, bien sûr. Hop, tac. Si vous voulez suivre l'actualité. Ou alors, bien sûr... Non, je sais plus le truc. Sur Substack, je sais plus si je l'ai... Attends, est-ce qu'il est? Est-ce que je l'ai fait? Je sais plus. Ah ouais, sur Substack, les chroniques du flow, bien sûr. Pour connaître l'actualité des suites du flow, amis. Je vous fais des gros bisous, je vous dis les bons favorables. Et bien sûr, à très vite. Ciao, ciao.